allez-vous? Très heureux de vous retrouver. J'espère que la vie vous traite bien. C'est vendredi, il fait encore beau. Ça a l'air que ça ne va pas perdurer en fin de semaine, si bien qu'on va en profiter. Bon succès, mes amis, du festival au lac, au parc Daniel Johnson, aux abords du lac Boivin à Granby. Grimmskunk a tout arraché hier, me dit-on. Et il y a des concerts encore ce soir et demain, tout arraché, évidemment, au sens musical du terme, vous avez bien compris. C'est une foule absolument superbe. Bravo. Allez voir des spectacles en plein air au Québec cet été, c'est essentiel. Tandis que la finale bat son plein, finale de la Coupe Stanley, la superbe saison de Nick Suzuki et Cole Caulfield est récompensée. Le capitaine reçoit le crédit de son premier trophée Frank J. Selke, remis à l'attaquant défensif par excellence de la Ligue nationale, ou l'attaquant par excellence sur le plan de s'illustrer, notamment en défense, je ne sais plus trop comment le dire. Il a gagné le Selke, ou si vous préférez, s'il faut bien les renommer, on devrait penser le faire, le trophée Patrice Bergeron. Nick a 26 ans, c'est son premier. Patrice en a gagné 6. L'affaire est lancée. Je ne vois pas le jour où il va laisser ce trophée-là. Il n'a qu'à continuer sur sa lancée. Sa domination au scrutin et classement des points selon les voteurs est affolante. Affolante. C'est une majorité écrasante à la faveur de Nick Suzuki. Cole Caulfield, lui, reçoit le trophée Lady Byng, récompensant le joueur le plus gentilhomme de la Ligue nationale. Je rappelle, par contre, que ce trophée est voté à l'issue du calendrier régulier. Pour ceux qui voudraient faire un lien avec les dernières séries de Caulfield, eh bien non, le vote est basé sur le rendement en saison régulière. Bon, je ne ferai pas d'allusion tout le long, là, mais il fallait que j'en fasse une. C'est fait. Les Hurricanes de la Caroline ont refait le coup. Ils ont encore gagné en prolongation. 8e victoire en série ce printemps, au-delà de 60 minutes. La finale de la Coupe Stanley se transporte à Las Vegas pour les matchs 3 et 4, le troisième. Dès demain soir, 19h, l'avant-match, 20h l'intégrale. Ici, à notre antenne, la série est égale, une victoire de chaque côté. Les Alouettes ont eux aussi eu besoin de la prolongation hier pour concrétiser une remontée spectaculaire. J'étais sur le bout de mon siège. Vous le dire, j'ai dû rattraper les 2 premières périodes d'hockey. Bon, je me suis endormi dessus, je les ai finis en matin. Je vous raconte pas toutes, là, mais à peu près. Parce que hier, j'étais incapable de quitter ce match des Alouettes. Je les trouve déjà très excitants. Et Hamilton se gratte vraiment le caillou pour savoir ce qui se passe contre Montréal. C'est un peu le même scénario qu'ils ont vécu, le cauchemar de la finale de l'Est en novembre dernier. Gain de 30 à 27 pour les Alouettes. On y revient sous peu avec Mathieu Bédard. Mais d'abord, Anthony Martineau est avec nous. Comment ça va, Anto? Ça va très bien, merci. Excellent. Nick Suzuki reçoit la récompense ultime des joueurs complets de la Ligue nationale, le trophée Selke. C'est très bien résumé. Et il le fait avec panache, si tu veux mon avis, parce que fait partie d'une infime catégorie, Jean-Charles, de joueurs appartenant aux Canadiens de Montréal à avoir réussi l'exploit, parce que c'en est un. Le trophée Selke, c'est vraiment pas facile de mettre la main dessus. Alors, il rejoint Bob Gainey et Guy Carbonneau qui ont fait la même chose en tant que joueurs des Canadiens. À travers l'échelle de la Ligue nationale de hockey, maintenant, quels sont les joueurs, donc, qui ont réussi à remporter le trophée Selke tout en récoltant plus de 100 points? Ouais. Il y en a 3. Nick Suzuki est maintenant le 3e, parce qu'avant lui, il y avait Sergei Fedorov qui l'avait fait et Doug Gilmour qui sont loin d'être des pieds de céleri. Et regarde tous les joueurs qui ont précédé Nick Suzuki. Tu sais, souvent, à son arrivée, Nick Suzuki visait à être un Barkov, il visait à être un Bergeron, selon les observateurs, il visait à être un Couturier, un O'Reilly. Mais là, les partisans des Canadiens peuvent se dire qu'ils ont un Nick Suzuki qui est à son tour un modèle à suivre en termes de constance sur 200 pieds. Maintenant, j'ai eu la belle opportunité de passer un long moment sur une patinoire avec Nick Suzuki en janvier. Hein, on en avait parlé ensemble, on avait présenté des extraits ici. Et l'une des questions que je lui avais posées, c'est qui est à l'origine de cette constance-là, justement, partout sur la patinoire? Et il m'avait parlé de son papa.
Il dit, mon papa, c'est celui qui me dit que si je voulais davantage la rondelle, il fallait que je sois bon défensivement. Alors ce matin, je l'ai lancé là-dessus, je lui ai rappelé ses paroles, puis je lui ai demandé à quel point c'était spécial pour lui de partager cette réussite-là avec ses parents. My dad really taught me that a long time ago, and just trying to be a player that can be relied upon by the coaches, defensively and offensively. And I think I really took that to heart as a kid. And if you play well defensively, you're going to have the puck more, which is always more fun to do. So it was great sharing that news with them, with everybody in the family, and it's cool to share that with them. And they're a huge part of where I am today, and I can't thank them enough. Reconnaissance de ses origines, bien savoir d'où on vient pour mieux savoir où on va. Nick Suzuki, très important. Ça englobe la qualité d'être humain qu'il représente. Cole Caulfield met la main, lui aussi, sur un très, très beau trophée. Absolument, qui combine l'esprit sportif et la qualité du jeu. Donc, et on qualifie souvent Cole Caulfield de gars, Jean-Charles, qui aime célébrer les exploits d'autrui. Tu sais, il marque 50 buts cette année, plus de 50 buts. Mais le moment où il célèbre le plus, c'est quand ses chums réalisent eux aussi des exploits. Et il y a quelque chose de beau dans cet accomplissement-là de Cole Caulfield, c'est qu'il accompagne maintenant dans l'histoire de la Ligue nationale deux gars qui lui sont chers. De un, Martin Saint-Louis, qui l'a gagné, le Lady Byng, et de deux, Johnny Gaudreau, qui est l'un des meilleurs amis donc, de Cole Caulfield. C'est la raison... numéro pour Johnny. Exactement. C'est la raison pour laquelle il porte le 13 aujourd'hui. Alors, la question lui a été posée. Est-ce que ça signifiait pour lui d'être aux côtés de deux gars extrêmement importants pour lui ce matin? Both of those guys have been, obviously, one being my coach and one being a good friend. It's two people who off the ice are, just as good as people, if not better than they are on the ice. And they were two unbelievable players. But it just shows their character and how they carry themselves. It's pretty special, I think. Obviously, learning from Marty and seeing how he takes care of the people in the city of Montreal. And, I don't think I've ever met one person that's even thought anything bad about either of those guys. I think it's just, it says a lot about, who those people are. And, it means a lot to me, to be recognized with those guys. J'ai bien reconnu Héberge, là. Il est sur le bord de la rivière des Prairies, lui. Non, c'était pas exactement ça. La question lui a été posée. Michigan, dans un petit bateau. Hein? Les vacances sont débutées, puis c'est correct, il a le droit de prendre soin de lui. Mais non, c'était assez émotif, bien sûr, de l'entendre parler de ce que Gaudreau avait fait. Évidemment, on sent que Caulfield joue souvent pour Johnny Gaudreau et ce qu'il a laissé comme héritage. Maintenant, reste à voir comment tout ça va se transposer la saison prochaine, Jean-Charles, parce que là, soudainement, tu as des joueurs du Canadien. Là, il y en a une sixième au Norris. Selon moi, aurait dû être plus haut. Là, mais là, tu as la recrue par excellence dans la KHL, Zarovski. Tu as le joueur par excellence de la WHL, Bryce Pickford. Tu commences à avoir pas mal de stock. Demidov, qui est bon deuxième au scrutin de la recrue de l'année. Dobèche 4. Dobèche quatrième, dans le même scrutin. C'est pas rien, là. Il y a une base de qualité à Montréal. Il faut enrober maintenant. Oui. Absolument. Oui, il faut bien enrober tout ça. Et puis, il y a de la viande. On va en parler au billet de saison à 18h d'ailleurs. Là. On poursuit le magasineage. Mais là, on met toujours pas les lunettes roses, là, parce que là, j'entends toutes sortes d'affaires. Là. Et là, on commence à dire, on va réussir à sortir Wilson. Là, on va amener Dylan Larkin de Détroit, Tom Wilson de Washington. Je veux dire, McDavid Matthews aussi. Puis le chausson, lui voulez-vous... Sans rien donner, idéalement. Mais sans rien donner, évidemment. Il ne faudrait pas. Ça marche pas de même. Non. OK, un mot sur la finale de la Coupe Stanley. Oui, et écoute, est-ce qu'on peut se permettre d'être un peu chaud? Je veux juste dire ceci. Vas-y donc. Hier, après le match, là, après le football, j'ai vu comme la troisième, un grand bout de la troisième et la prolongation. Et l'après-match avec Dave, Alex et Max. Puis ils ont présenté le point de presse de John Tortorella. Et Max a fait une petite montée de lait après. Et je veux juste dire que je suis totalement d'accord avec Lappy là-dessus. Ça n'a aucun sens que John Tortorella se moque de la game du hockey, de ses millions de partisans et des journalistes dont il fut quand il n'y avait pas de job. Ça lui fait plaisir d'aller collecter 7 chiffres par année pour faire du média. Puis là, tu reviens à l'autre bord de la table, puis tu méprises du regard, puis t'es yes-no toaster.
Hey, mettons que tu aurais un coup de pied dans le derrière, tu le voudrais où? Parce qu'un coup de pied dans le derrière, moi, je m'essayerais de te le donner dans le derrière. Oui. Aucun sens. Non. Puis, tu sais, Tortorella va être controversé jusqu'à la fin de sa vie. Là. Aucun sens. Je veux pas trop m'avancer parce que moi aussi, j'ai bien des affaires à dire là-dessus. Mais, regarde, parlons du positif un peu parce que je suis d'accord avec toi et Max là-dessus. On va se permettre d'être un peu chauvin aujourd'hui, si tu le veux bien, parce que William Carrier, je veux dire, en séries éliminatoires, ce qu'il donne en termes de hockey aux Hurricanes de la Caroline, c'est fantastique. Hier encore, Jean-Charles est à l'origine du but égalisateur, une pièce de jeu dont lui seul a le secret. Il va avec puissance, il va avec panache, avec vitesse. Et ça a donné ce qu'on voit, tu sais, les Hurricanes, ultimement, qui l'emportent en prolongation. J'ai envie également de te glisser un mot sur les partisans des Hurricanes, qui ont instauré une nouvelle tradition de se dévêtir pour donner un peu d'énergie à leurs joueurs. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais que c'est populaire au baseball. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font tout? Alors, milieu de troisième, c'est 2-0 Vegas et on invite les gens, idéalement de sexe masculin, à retirer leur chandail. Et il y en a plusieurs qui s'exécutent. Et Stankoven marque. Et après ça, c'est parti. Alors, ultimement, le party est pogné. Honnêtement, le Lenovo Center, en termes d'amphithéâtre dans la Ligue, là, deuxième après le Centre Bell. Pour moi, en termes d'expérience, il y a de l'ambiance, pas à peu près là-dedans. J'en ai vu 19. Je peux te dire que le party est dans la place là-bas. Oh. Alors, mais revenons sur Carrier. Jordan Staal s'est montré très élogieux envers le Québécois, avec raison, en deuxième pour les mises en échec en série jusqu'ici. The average fan wouldn't really realize how exceptional a play that was, and that guy is so strong, man. Like it's just like you can't take him down, and he wasn't giving up on that play, and found a way to kick it up and make a play and make a pass, and just incredible individual effort, and that's what we needed. We needed something like that, and that was a massive play for us. Seth Jarvis avec sa bête de charpentier menuisier qui malade, va sur le chantier demain matin à 7 heures, il me fait rire en jouant le vert. Hey, Carrier, ce qu'il fait en série, là, c'est un rappel qu'avoir une identité sur ton quatrième trio, c'est un petit peu important. Hein? Peu. En passant, moi, j'ai choisi que tu méritais un veston ce soir, contrairement à mon collègue Nicolas Cloutier, qui avait pas l'air à comprendre que JC méritait un habillement qui avait un... Je pense qu'il ne s'essayera plus jamais parce qu'il a probablement pas beaucoup aimé que je dise que c'est un hommage à son idole, Marc Bergevin. Salut, Antoine. Salut. On va parler à Mathieu Bédard maintenant au lendemain de ce premier match de la saison 2026 au football canadien pour les Alouettes. Et une première victoire est reconnue. Ça va bien, mon Mathieu? Ouais, j'ai pas mis de veston. Moi, j'ai juste mis le polo à soir, là. C'est parfait. Mais vous avez vu l'allure pour parler de veston de même? Les gens... Ça fait 3 fois que j'entends veston en 1 minute et demie. Arrêtez-moi ça. Ça me met mal à l'aise. Les tempes me battent au vent. OK. Alors, premier match et première victoire. Match en 2 temps. Je suis curieux de t'entendre parce que moi, j'ai été scotché à ce match-là du début à la fin. 4e quart m'a excité à un niveau incroyable. Au 2e quart, de très beaux flashs de Davis Alexander. Mais l'attaque était en panne au premier quart et la défensive semblait mal ajustée également. Donc, vraiment un match en 2 temps, non? Ouais, puis c'est vraiment été très brouillon au premier quart, là. C'est le mot, là. Les Alouettes étaient indisciplinés. 5 pénalités au premier quart. Ils ont laissé les Tiger Cats marquer lors de la première séquence à l'attaque. Ça, il n'y a rien de bon là-dedans. Ils tiraient de l'arrière. Ils ont perdu des gros joueurs au départ. Bref, il n'y a rien qui fonctionnait. Mais l'équipe des Alouettes est résiliente. Ça fait des années qu'ils nous prouvent ça. Ce corps-là est très résilient. Ils sont repris en main, ils sont revenus dans le match, puis ont remporté une victoire très importante en prolongation contre des rivaux et à Hamilton. Donc, on se parlait hier que c'était possiblement un match qui va déterminer le premier rang de la division Est. Ils ont 2 autres affrontements. Mais là, les Alouettes prennent une bonne avance là-dessus en remportant la première rencontre sur la route. Puis, on parlait de spectacle. C'était un très bon match pour débuter la saison dans la Ligue canadienne. Vraiment un match en prolongation qui se termine sur... On peut pas demander mieux. C'est vrai. Parle-moi donc de l'attaque d'Alexander, particulièrement au 2e et au 4e quart. J'ai calculé de quoi ce matin? 400 verges au total que les Alouettes ont eu. Là-dessus, 300 verges lors du 2e et du 4e quart. Wow. Donc, c'est pour dire à quel point ils ont été dominants lors du 2e et du 4e et que Davis Alexander a vraiment été un gamer. Il a lancé 7 receveurs différents hier, dont Tyler Snead pour 163 verges. Également la passe parfaite et le catch parfait pour Tyson Philpott pour le toucher. Il a terminé avec 26 en 38 pour 366 verges et 2 touchés. Et là-dessus, il n'a pas couru avec le ballon. Il a vraiment été très intimidant sur le terrain. Une passe vive, précise. On appelle ça des zips un peu. Et par-dessus tout,
il a gardé sa fiche parfaite. Parfaite de 12 victoires, aucune défaite en saison régulière. Donc, un excellent match pour Davis Alexander. OK. Et d'ailleurs, il manquait un demi de prédilection dans le champ arrière. Je ne me rappelle pas le nom du gars qui a pris une relève, qui a accompli le travail, là, qui s'est avéré être un marteau-piqueur. Tu sais, plus tu avances dans un match, plus c'est important d'avoir des jambes pour courir au milieu du terrain. Et on l'avait du côté des Alouettes. Et la défensive des Ticats en avait plein les bras, là. C'est-tu Lawrence? Oui, Lawrence a fait une bonne job. Lawrence, c'est ça, exactement. OK, qu'est-ce que tu as pensé de la défense? Une défense qui aligne un gars qui s'appelle Robert Kennedy. Peut pas bien mal aller, là. Non, effectivement. Ben, tu vois, la défense a été correcte, mais Robert Kennedy a vraiment fait le jeu clé hier. On vient de le voir. Interception à 24-10. Et il a ramené le ballon pour un toucher de 54 verges. Et le vent a tourné à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment une belle séquence pour les Alouettes. Et par la suite, en prolongation, 27-27, le revirement provoqué qui a permis aux Alouettes de reprendre le ballon et par la suite de l'emporter sur un botté de Valtos. Donc, ça a bien été. Ça a quand même été une défense correcte. Mais je vais donner une mention spéciale à Jeffrey Quentin-Arcou. On se le disait hier, il fallait le surveiller et il a été très bon. Premier match comme secondaire intérieur partant, 8 plaqués pour Jeff. Tu sais, imagine, il y en a eu 38 l'an dernier au total et là, il y en a 8 hier. On pourrait s'attendre à une saison de 100 plaqués, donc bravo à Jeff. Et la défense, il va y avoir quelques ajustements. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Il est incontestable, Jeff, et tant mieux, c'est ce qu'on veut. On adore ce gros gaillard de Québec. OK, oui. Mathieu, excellent travail. Oui, il y aura des ajustements parce que personne n'était complètement heureux de la tournure des événements, sauf sur un principe, gagner, c'est toujours le seul but. Les Alouettes l'ont fait. On se reparle la semaine prochaine en vue du match numéro 2 du calendrier. Bon week-end. Salut, Matt. Bon week-end. On s'arrête en pause. Au retour, je vous le rappelle là, tantôt au billet de saison, la suite des travaux de Gorton Hughes Associates. Ce soir, on va s'attarder à la nécessité numéro 3. Après trouver un bon deuxième centre, après trouver un défenseur droitier vétéran de multiples saisons top 4, ce soir, on va chercher du muscle sur les ailes. Au retour, repêchage de la Q à Halifax. On y rejoint Stéphane Turcot. Marinaro s'en vient. On va rejoindre Stéphane Turcot qui est au repêchage du circuit Mario Cecchini qui a lieu à Halifax ce soir dans les Maritimes. Ça va bien, mon Steph? En pleine forme, mes hommages, Jean-Charles. Mon respect, mon ami. Commençons avec les Remparts à tout seigneur, tout honneur. Parce que je pense pas de révéler de grands secrets, là, mais on a une entrevue avortée avec Simon Gagné à l'émission ce soir et le motif évoqué est un certain tumulte, là, une algarade ou des échanges musclés avec les autorités de la Ligue qui concernerait un premier choix de repêchage. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Simon Gagné a besoin d'un premier choix au repêchage pour refiler soit au Saguenay, soit à Bécomo, parce que ça faisait partie, et permets-moi l'expression, du deal l'an passé, lorsque les Remparts ont échangé pas moins de 6 choix au repêchage à Yannick Jean. Simon avait dit, écoute, inquiète-toi pas, je vais trouver un choix de première ronde l'an prochain, je te reviens avec ça. Il l'a toujours pas trouvé, en tout cas, pour le moment, il ne l'a toujours pas trouvé, et c'est ce qui stresse beaucoup l'organisation des Remparts. Sinon, on sera obligé de céder sans doute un bon joueur, un joueur de talent pour l'équipe en question. Pendant que tu vois derrière moi les formations s'installer à leur table respective, ça s'annonce comme étant un repêchage de grande profondeur. Pas une grande cuvée comme l'an passé, parce qu'il paraît que les joueurs de 2009 sont exceptionnels, mais ceux de 2010 représentent un certain talent, si bien que pour avoir parlé avec quelques recruteurs, entre 8 et 10 là, devraient se frayer le chemin directement à l'automne du côté du circuit de la LHJMQ. Ce qu'il y a de particulier à ce repêchage, il y a 18 équipes, mais il y a 6 équipes, notamment les Remparts, notamment Chicoutimi, notamment Gatineau, notamment Drummondville, qui n'ont pas de choix de première ronde. C'est le tiers des équipes qui n'ont pas de choix de première ronde. Mais mes antennes m'ont dit au cours des dernières heures que déjà 3 transactions auraient été complétées pour le premier tour, pour la première ronde du repêchage plutôt. Donc, ça risque d'être excitant. Par ailleurs, ce qui fait jaser depuis les assises ici, depuis mercredi à Halifax, c'est les fameux transfuges. Les joueurs de 19 ans qui optent
pour les collèges américains au profit de montants alléchants de dollars américains. Ça fâche les différentes organisations, et pas seulement ici au Québec, en Ontario et dans l'Ouest. Et certains directeurs généraux à qui j'ai parlé souhaiteraient que la Ligue, la LHJMQ, la CHL réagissent avec peut-être un règlement de compensation monétaire. Parce que, de fait, on élève ces jeunes-là de 16, 17, 18 ans, puis à 19 ans, ils partent. Mais de 16, 17, 18 ans, on paie la pension, on paie la nourriture, on paie le transport, on paie les entraînements hors glace, on paie un paquet de choses. Alors oui, parfait, c'est beau, disent certains directeurs généraux. Vous pouvez faire ça, mais là, vous nous devez tel montant parce que c'est ça que ça nous a coûté pour vous lors des 3 premières années. J'ai posé la question au commissaire Mario Cecchini. Tu vas voir, sa réponse est assez sec. Je pense pas qu'on va annoncer des choses extraordinaires. Attendez-vous pas à ça, là. On est 61 clubs, multipliez les coachs, les GM, les propriétaires. On est 8000 à penser à ça tous les jours au Canada depuis 1 an. S'il y avait une formule magique, elle aurait été trouvée depuis longtemps. La NCAA n'est pas réglementée. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est 2 fois plus forte, elle est 2 fois plus riche que la Ligue nationale de hockey. C'est un monstre, c'est un problème. C'est un grave problème, en effet, mais je vais te relancer ce que je dis depuis... Moi, je regarde aller la fameuse loterie au Saguenay, là, Stéphane, puis je me dis, voilà un truc populaire très intéressant. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne reproduit pas ce modèle dans tous les marchés de la Q? Pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas de ça en disant 10, 15, 20 de toutes les sommes amassées retournent directement dans les structures de hockey mineur locales. Le reste des sommes s'en va dans l'administration des équipes pour créer un NIL québécois et être capable de dire à Dagenet, ils te mettent 100 000 sur la table, le v'là, puis tu vas rester ici. À un moment donné, là, on ne peut pas tout le temps s'aplaventrir puis dire « Ah, ben donnez-nous une compensation, ils vont nous rire d'en face. » Ce que le monde veut, c'est garder les meilleurs joueurs ici. On veut voir jouer nos meilleurs ici, chez nous. On veut que Gavin McKenna joue au Canada. On veut que Maddox Dagenet joue au Canada. On veut que les meilleurs jouent ici. On ne veut pas recevoir un chèque parce qu'ils s'en vont de l'autre bord. Ça, pour moi, c'est une compensation de dernier recours parce qu'on a tout perdu et on n'a plus aucun pouvoir de négociation. Donnons-nous les moyens de nos ambitions à partir de loterie populaire. Pourquoi pas? C'est une piste de solution. Puis tu parlais des gagnants des moitié-moitié. Le dernier match à Chicoutimi, c'était plus de 1 million de dollars, moitié à moitié. Et je peux te dire que les directeurs généraux, plusieurs, là, ça a brassé à la réunion hier et ça a été le point à l'ordre du jour. On veut réagir, on veut faire quelque chose pour comme cesser un petit peu l'hémorragie parce que ça devient un petit peu inquiétant. Tu sais, il y a plusieurs 19 ans au cours des derniers jours qui ont quitté. Et le dernier en liste, c'est Émile Guité, justement, de Chicoutimi, qui opte pour l'Université du New Hampshire. C'est un problème qui me semble grandissant et auquel on doit s'attaquer rapidement. OK, Stéphane, merci infiniment. Des transactions, d'après moi, ça implique les remparts parce que là, il faut rebuild pour 2028 et la Coupe Memorial, là. OK, mon ami. Salut, bonne soirée. Salut. À bientôt. Bon, on n'a pas parlé bien de ce qu'on devait parler, mais on a parlé de choses qui m'apparaissent quand même importantes et intéressantes. On va parler d'ailleurs, pour jaser, Antoine Roussel à Philippe Boucher. Il y aura le billet de saison sur les travaux Gorton News tantôt. Et Marinaro au retour. Est-ce que Suzuki gagne le Selke demain? J'en suis convaincu que oui. Tu m'as demandé aussi si la Caroline allait gagner hier, puis j'ai dit, j'en suis convaincu que... Es-tu fatigant? Oui. Arrête de te bomber les tires. On voulait mettre juste celle-là parce que c'était ma prédiction aussi. C'était même pas proche, hein? Non, mais... C'était même pas proche. Bravo à Nick Suzuki, très bien mérité. En régie, là, si vous pouvez nous montrer le tableau pour le bénéfice des gens, là, regardez ça, ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Regarde. 1726 points, 151 votes de première place. 4, 8, 11, 14. Il y a plus de votes seuls que les
le reste du top 5 réuni, puis par une bonne marge. Là. Ben oui. Calcule les 4 autres, là, t'arrives à 14, t'arrives à 1500, c'est encore une volée. Ouais. 1726 points. Tony, j'ai jamais vu une domination comme ça. Non, c'est Ça formidable. n'a aucun bon sens. C'est formidable. Puis 151 votes de première place comparativement à Cirelli qui en a eu 10. Jordan Stahl, il y en a eu 7. Brock Nelson, il y en a eu 4. Puis Mitch Marner, il y en a eu 3. Et tu sais-tu que Noah Cates, il y a eu un vote de première place? Qui aurait donné un vote de première place à Noah Cates au lieu de Nick Suzuki ou... Moi, je fouillerais ça. Il y a de quoi de... Non, il y a quelque chose en dessous de ça. Il y a quelque chose en dessous de ça. C'est qui a voté? Le cousin de Noah Cates ou quoi? Peut-être plus que ça. My God, man. Peut-être que Noah Cates entretient des rapports intimes. Écoute, il rentre dans la belle compagnie avec Guy Carbonneau et Bob Gainey. Hein. C'est pas tout le monde qui gagne le trophée Selke. Tu as raison sur Carbo et Bob. Moi, j'ai envie de dire, il rentre dans la catégorie de Patrice Bergeron. C'est vraiment le dauphin de Patrice Bergeron. Ouais. C'est la version canadienne de Patrice Bergeron des Bruins. Et Patrice en a quand même gagné 6. Oui. Fait que la route est longue, mais Nick n'a que 26 ans. Une La route est très domination longue. comme celle-là, quand bien même il gagnerait avec 100 points de priorité l'an prochain, ça se peut qu'il le regagne encore. Là. La route est très longue, mais si ce gars-là, il joue un autre 10 ans dans la Ligue nationale, et il est jamais blessé, là. Si ce gars-là, il joue un autre 10 ans dans la Ligue nationale, il pourrait peut-être aller en chercher un autre 4 ou 5, là. Pourquoi pas? C'est possible. Pourquoi pas? Puis il est en lutte avec Barkov, qui va revenir au cœur de l'énigme l'an prochain. Puis regarde, Il était blessé cette année, mais n'y voyez pas là un gain de chance parce que Barkov était blessé. Je pense que Barkov aurait joué toute l'année, Nick aurait gagné quand même. Hey, et le tableau est incroyable. Je sais pas si on peut le remettre à l'écran pour 2 secondes, là. Mais les dernières 10 gagnants, 101 points. Regarde, là, 71, 80, 58, 65, 58, 59, 77, 92, 53. Exact. Écoute, là, c'est dans un classe à part. C'est formidable. Là. Offensivement, là, Nick Suzuki est excellent. Là. Excellent. On parle de lui défensivement, mais offensivement, il est excellent. Là. 101 points, puis c'est très bien mérité. Puis j'ai vu le vidéo que le Canadien a sorti, comme quoi lui il a surpris Cole Caulfield avec le trophée Lady Byng. Cole Caulfield a surpris lui avec le trophée Selke. Une belle photo d'équipe avec les 2 trophées, c'est formidable, ça. On va vous la présenter, la vidéo, tantôt. C'est absolument fabuleux. Je vous le dis, là, c'est d'une réussite. C'est le hockey 2.0, c'est le hockey qu'on aime. C'est ce qui amène le hockey dans l'ère moderne et sur la plaque tournante des sports majeurs à travers l'Amérique. Cole Caulfield lui gagne le Lady Byng. Oui. Pas trop de surprises là non plus. Non. Mais il y a quelque chose de sentimental pour lui, pour 2 axes précis. Martin Saint-Louis, qui est son coach et son mentor, avec qui il va avoir des shows d'ailleurs, puis ils prennent beaucoup de plaisir, puis c'est bien correct, ils ont le droit. Et un autre de ses grands camarades, le grand disparu, Johnny Hockey, Johnny Gaudreau, joueur pour lequel Cole a changé son numéro pour adopter le 13. Pour lui rendre hommage, évidemment, puis il a bien fait ça cette saison avec des 51 buts. Écoute, Cole Caulfield, il n'a pas fait l'équipe olympique. Une équipe des États-Unis qui ont gagné la médaille d'or. Cole Caulfield, cette saison, il n'a pas gagné le trophée Maurice Richard, malgré ses 51 buts. Je suis vraiment content que Cole Caulfield ait gagné le trophée Lady Byng, puis il retourne à la maison avec un trophée en main. Là. OK, Matthew Knies est venu à ça, porter les couleurs du Canadien. Ça, c'est toute une finalement histoire, plus un secret pour personne. Je suis pas sûr qu'on est content, ni d'un bord ni de l'autre, que ça sorte là. Mais qui a leaké l'information? C'est qui a fait sortir cette information-là? Est-ce que le Canadien avait l'intérêt à le faire? Puis est-ce que les Leafs avaient l'intérêt à le faire? T'sais, je me demande intérêt à ce que ça sorte. Puis comment ça s'est sorti? Je ne sais pas, mais il y a du monde qui travaille fort et qui travaille bien. Au nombre desquels, je vais le nommer puis je vais m'arrêter là après parce que je ne sais pas, il y en a où avec ça. Là. Mais on est privilégié ici de compter sur un bûcheur et un travailleur comme Nicolas Cloutier. Je le dis, là. Lui, il avait toute cette info-là, puis c'est pas d'hier. Là. Ça fait longtemps qu'il y a toute cette info-là. Puis moi, je l'ai remis en doute souvent, puis je l'ai challengé parce que je sais pas ce que j'entendais, mais il avait raison. Il l'avait dit en ondes? Ou? Non, il l'a pas dit en ondes. Non, il l'a pas dit en ondes. Mais il avait l'info.
parce que là, je peux le dire, parce que là, l'info est Oui, mais Nick sortie. travaille fort, donc je suis pas surpris Il travaille d'entendre fort ça. puis il travaille bien. Oui. Mais Très bien. Matthew Très fort. Nyes, alors là, ça veut dire qu'il y a un divorce qui doit se prononcer entre Matthew Nyes ou les Leafs, ou Pas tout est nécessairement. réglé parce que Trey Living est parti. C'est Fait que exactement Chaika rentre en disant, je peux pas croire qu'elle allait faire une affaire de même. Moi, je vais être ton parrain, le père de tes enfants, pas le père de tes enfants, mais je vais être ton parrain, je vais être ton grand-père, je vais être ton père adoptif, tu bouges pas d'ici. Fait que ça, c'est correct. Mais au moins Mais que... comment se sent Zarovski chez le Canadien? Écoute, je sais pas, mais Zarovski, je pense, sait que dans une organisation qui a déjà un Suzuki, un Caulfield, un Demidov, un Slavkovski, un Lane Hudson, un Dobson, un Goulet, tous signés à long terme, et Demidov va signer à long terme, et que le Canadien doivent s'améliorer tout de suite pour aider ces jeunes-là puis ce noyau-là, je pense que Zarovski sait que jouer à Montréal, c'est pas garanti. Non? Mais explique-moi, là. Qui va se priver d'un talent naturel comme ça, qui vient de gagner le titre de recrue de l'année en KHL? Oui, mais pourquoi Toronto se priverait de Matthew Nyes? là? C'est un attaquant de puissance fantastique. Parce que Brad Treliving est mauvais. OK, je comprends. Fin de l'affaire. OK. Il n'y a personne qui échange Matthew Nyes dans la vie. Est-ce que les Caps de Washington vont échanger Tom Wilson? Est-ce que les Golden Knights de Vegas ont envie d'échanger Ivan Barbachev? Oui, mais Voyons là, donc. Matthew Nyes, là, c'est ça, là, 23 ans, 6 pieds 3, 230 livres. Frappe Il a comme une mule, marque marqué des buts. 23 buts cette année, 29 l'an passé. C'est un gars qui, écoute, c'est un pauvre Slavkovski. Il a tout un potentiel. Il est sur le contrat pour un autre 5 ans à 7 millions quelques. Il aurait été fantastique pour le Canadien. Parce que là, tu as Slavkovski sur un trio, tu as les Matthew Nyes sur l'autre. Là. Non, mais T'as pas attends, demandé c'est qui qui va comprends être le quelque F1 chose. pour là, aller dans le comprends coin de quelque chose. Là. Si le plan marche, là, parce que cette transaction-là a avorté Oui. sur un problème de communication avec la Ligue. Oui. Et là, tout converge, tout pointe vers les Leafs de Toronto. Ce seraient les Leafs qui auraient fait avorter la transaction par une malversation, une mauvaise... Alors, ce serait, je vais laisser ça au conditionnel, mais si c'est ça, est-ce que les Leafs ont fait exprès de faire languir le Canadien puis de faire avorter la transaction en 3 heures en disant « vous restez sur le quai ». Ça n'a pas de bon sens. Non, je ne pense Mais pas. cela dit, quel est le fameux règlement avec la Ligue? Ça mérite d'être fouillé. Je vais poser la question à Renaud puis aux boys, puis je vais poser des questions moi aussi. Quand tu complètes une transaction... J'imagine que l'appel doit être fait à la Ligue nationale avant 15 Oui, heures. ça, c'est sûr. Mais qui fait le call? Quand tu complètes une transaction, on est d'accord que it takes two to tango. Hein? Les deux équipes vont le faire. Toi puis moi, on représente chacun une équipe. On complète une transaction. C'est qui appelle? Les deux Qui équipes. envoie le fax? Les deux clubs. Les deux clubs. Tu sais OK. où est-ce qu'ils appellent, hein? Mais excuse-moi. Tu sais où est-ce qu'ils appellent? Excuse-moi. Ici, à Montréal, là. Oui, mais excuse-moi. Toi, tu envoies ton fax là, à 3h moins 5. T'es légal. Moi, je l'envoie à 3h05. Pourquoi le deal ne marche pas? Ah, ça, On a juste à honorer le fax de 3h moins 5. je sais pas. Je Parce vais, que là, je vais l'information m'informer qui là-dessus, là. circule hors d'onde, bien sûr, puis là, on en Ouais. parle librement comme ça, mais l'information qui circule est à l'effet que les Leafs avaient la responsabilité d'aviser la Ligue, puis ne l'ont pas fait à temps. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Comment un Ouais. des deux clubs a la responsabilité de... Les deux envoient le fax. J'ai pas la réponse là-dessus, mais je vais m'informer parce que l'employé de la Ligue nationale qui reçoit les appels pour les transactions est basé ici à Montréal, là. Je peux me tromper, mais je pense que c'est dans le district du Sun Life, là, vers Peel, mais Ça se quelque part ici au centre-ville. là. Cela dit, ce n'était pas David Reinbacher, l'autre espoir. qui Ni accompagnait- Michael Age. Ni Michael Age, c'était Adam Ekstrom, Ouais. selon toute vraisemblance. Mais écoute, on peut Alors, un jeune croire... espoir en attaque, un jeune espoir en défense, Ouais. c'est 2 premiers choix pour Matthew Nyes. On peut comprendre que la transaction était fort possible parce qu'encore une fois, là, dans une conférence de presse que Keith Pelley, président de Maple Leaf Sports Entertainment, il a donné il y a un peu plus d'un mois de ça, il a mentionné les noms de tous les jeunes prospects du Canadien de Montréal qui a fait surprendre plusieurs personnes. Hey, comment que c'est ça? Mais la seule raison qu'il sait ça, parce que lui, évidemment, il était dans la chambre. Il était dans le War Room. puis Il était dans le War Room, la journée de la date des transactions, puis lui, ça discutait, puis lui, écoute, il était au courant de tout.
je reviens à Zarovski. Comment tu te prives d'un gars comme ça? Moi, je pense qu'il peut joindre le groupe immédiatement. Oui, mais JC, ils vont pas te joindre ici, là, JC, à un moment donné, là. Tony, hein? Quand on en aura trop, on avisera. Là, il nous en manque encore. On vient de se faire sortir parce qu'il manquait 2 gars de qualité sur le top 6. Oui, mais aussi bon que Demidov. Puis là, Michael Age rentre pas tout de suite. On n'a pas fait de transaction jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas signé d'agent libre. Mais on a Zarovski dans notre cours. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a encore une autre année de contrat en cash. Oui, mais tu peux négocier le transfert. Oui, je sais. Puis il veut s'en venir. Aussi bon que Demidov a été en saison régulière, il était fantastique avec 62 points, là. Les séries étaient difficiles pour lui, là. Il jouait avec Jake Evans. Vous allez m'arrêter ça. Okay. Donne-y un vrai centre, puis après, on verra s'il est bon ou pas. On a toujours dit... Tu sais quoi? C'est la même affaire avec Zarovski. Je suis pas en désaccord avec toi, mais on sait que les premières années, des jeunes joueurs d'année nationale... Hey, Slavkovski n'a pas joué avec Suzuki et Caulfield. En partant. Puis Caulfield, il n'a pas joué avec Suzuki. C'était pas difficile pour eux autres. En partant. Puis ils sont plus âgés que Zarovski. Voyons donc. Non, mais c'était pas... C'est pas tous les jeunes joueurs que ça va fonctionner dans les séries. Ça a bien été pareil. C'est pour ça que ça prend un vétéran ensemble. Alors, va chercher Larkin si tu veux. Moi, je rêve encore d'O'Reilly. Je pense que c'est le meilleur fit. Et t'imagines O'Reilly au centre de Zarovski puis Demidov? Moi, je rêve de Robert Thomas. Bon, ben Robert Thomas... C'est un Canadien, il a 26 ans, il a un autre contrat pour 5 ans, aussi. À 8,125 millions de dollars. Il a déjà gagné la Coupe Stanley. Hey! Production en chute. Puis il y a la chimie avec ton chum, là. Production en chute, mais c'est un droitier, Tony, on en a déjà. Oui, je sais. Idéalement, ça t'en prend un sur chaque barre. Oui, je comprends, idéalement. Idéalement... Moi, je veux Michael Age au centre, de Zachary Bolduc, c'est à 3. Oui. Puis, au billet de saison, je vais révéler l'autre allié sur l'autre bord. Et je veux un O'Reilly, un Thomas, un Larkin, ça m'en prend un, avec les 2 superstars russes, Zarovski et Demidov. C'est ça que je veux. Puis je veux Anderson et Greer sur la 4. Ah, ça oui. Oui, ça oui. Pour entourer Evans, parce qu'on ne peut pas liquider tout le monde. Sinon, ce serait pour entourer Jack High. Pour revenir à Thomas, moi, je l'aime beaucoup, man. Puis je regarde les Blues de Saint-Louis, là. Parayko sur le déclin. Binnington sur le déclin. Jordan Kyrou manque de constance, c'est épouvantable. Cette équipe-là doit regarder Anaheim, doit regarder San Jose, doit regarder le Canadien, doit regarder les Sabres et d'autres équipes pour se dire on est mieux de reconstruire nous autres aussi. Parayko déclin tant que tu veux, c'est ma cible à la défense. L'affaire, j'ai 3 sources qui me disent qu'il veut jouer dans l'Ouest. Puis je comprends pas. Personne ne veut jouer dans l'Ouest. Lui, il veut rester dans l'Ouest. Non, mais je le prendrais, Tabaslac. Oui, je le prendrais aussi. Mais... Hey, on aurait du fun. Il y en a d'autres. On aurait du fun. Amène-moi Jacob Trouba. Parayko avec... Va lâcher la tête à quelqu'un qui va aller viser ça, c'est sûr. les nations. Mais Anaheim ne veut pas échanger Jacob Trouba. J'enlève. Bon, mais ils vont le garder. On va voir. Ça va bien, Trouba. Peut-être lui, il veut jouer pour Jeff Gorton. Ah oui? Ah, il a déjà joué pour... Tu penses ça, toi, hein? Et pourquoi pas ton chum, Alexis Lafrenière? Il est dans les rumeurs de transactions aussi. C'est sûr. C'est sûr. Mais tu nous en as parlé il y a quelques mois de ça. Malheureusement, ça... Oui, puis ils ont tout fait d'essayer d'étouffer l'affaire. On sait très bien ce qui s'est dit. Puis il a bien fini la saison. Autrement dit, les gens sont à la bonne adresse pour être bien renseignés, Tony. Oui. Qu'on en apprend des choses ici. Oui. Ciao, Bello. Bon week-end. Tout Québec, c'est bon week-end. Tout Québec, c'était bon week-end, hein? Tout Québec, c'était bon week-end. Tout Québec, c'était. Jean-Nic Blanchette au retour. C'est le moment du columniste Jean-Nicolas Blanchette que l'on retrouve dans nos majestueux studios de TVA à Québec. Comment ça va, mon cher Jean-Nic? Ça va bien, toi, Jean-Charles? Ben oui, tu as ta superbe. On dirait que tu es animé d'une flamme patriotique. Tu as l'air d'un gars qui s'en va au feu de la Saint-Jean. Es-tu au courant que tu es en avance? Oui, je sais. Je viens de mettre du prélève juste avant. Mais je suis de bonne humeur, Jean-Charles. J'ai une grosse semaine, puis là, ça finit. Je suis fier de moi. Tu sais, ça arrive des fois, là, c'est vendredi. Puis je sais pas si tu t'attends à ce qu'on soit sérieux, mais ça me tente pas en tout d'être sérieux. J'ai été sérieux toute la semaine. Il y a eu des nouvelles bien sérieuses. J'ai écrit des choses sérieuses. Là, à soir, là... On peut-tu faire un peu comme on est capable de faire ensemble? Oui, j'haïrais pas ça. Puis comme ta tronche me l'annonce à chaque fois qu'elle débarque dans mon beau Kodak. Ah, je suis content d'entendre ça. Mais tu sais que je suis capable d'être sérieux des fois aussi, là. Ça dépend. Pas au baseball des capitales. Non, pas du tout. Donc, Jean-Charles, j'ai décidé de faire le bilan du Canadien à ma façon. L'an dernier, on se rappelle... puis je m'en suis fait reparler beaucoup. J'avais choisi de comparer chaque joueur du Canadien avec une sorte de dinosaure.
Ça m'apparaissait le bilan le plus normal à faire, évidemment. Et cette année, j'ai décidé d'y aller avec autre chose. J'ai décidé de faire un quiz encore. Je vais te présenter des films, puis tu vas me dire à quel joueur du Canadien ça appartient. Mais là, il ne faut pas juste penser aux séries, il faut penser à la saison au grand complet. Alors, est-ce que ça te tente de te prêter à ce petit jeu-là? OK, la saison à la maison, complète, essayer de battre parfait. Jean-Charles. Oui, c'est ça. Alors, on peut lancer le premier film de ma liste. Alors, Titanic. Alors, on nous avait promis un chef-d'œuvre avec ce magnifique bateau anglais. Finalement, ça a fini que ça se brise dès que ça touche un peu de glace, puis ça disparaît, puis on ne le voit plus. Noah Dobson. C'est Kirby Doc, malheureusement. C'est arrête. pour notre cher Jean-Charles. Arrête, il n'y a personne qui a Le vendu plus Kirby grand Doc comme la 8e fan. merveille du monde. Arrête-moi ça, va me faire Ben, en quand il partant. est arrivé, c'était supposé d'être le premier centre. Même avant Nick Suzuki, il faut remonter à quelques années. Qui a dit ça? Sûrement Nicolas Cloutier, parce que ça me tentait juste de le taquiner aujourd'hui. Mais je pense pas, non. Deuxième film. Et lui, il passe un mauvais quart d'heure à soir. Il va encore me texter. Le prince Casse-Noisette. C'est qui ça, Casse-Noisette? Je donne pas d'indice. Casse-Noisette. Casse-Noisette. Arbor Jackay? Arbor Jackay! Facilement, bravo! Troisième film. 1 en 2. Puis Jackay m'a dit de quoi? Tu as beaucoup plus de considération pour Jackay que son coach. Parce que si tu m'avais dit qu'on aurait 6 films à la fin et finirait là, je t'aurais pas cru. Le Pee-wee 3D, un grand film des enfants qui s'amusent en étant contents de boire leur lait au chocolat après le match. Ils jouent au mini-hockey. J'aurais pu prendre aussi Danse lascive ou Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux. Alors, c'est qui? Lane Hudson. Lane Hudson, un autre point pour Jean-Charles. Le prochain film. Un personnage pas trop émotif, mais c'est toute une machine. Il est incroyable, mais tu sais, très, très sérieux, le bonhomme, le très cérébral. On parle de Josh Terminator Anderson. ou de Nick Suzuki, 2 en 4. Nick Suzuki de Terminator. Le Terminator, parce qu'il est calme, puis parce qu'il il fait le travail, puis on se pose pas de questions, il est jamais blessé, et voilà. Mon prochain film... Maman, j'ai raté... Oh non, Les Bonnes Intentions. Ah oui, ça, c'est bon. Les Bonnes Intentions, ben ça, c'est Martin Saint-Louis. Les bonnes intentions de Gilles Legrand, ça ramène ici ce soir. T'es sérieux? T'as pogné... Hey, jure-moi que c'est ta blonde qui t'a suggéré celle-là. Non, j'ai une grande culture très particulière, très atypique. Je le constate avec beaucoup de plaisir. Alors, les bonnes intentions, comme Martin Saint-Louis dit toujours, il y a des bonnes intentions, là, tu sais. L'important, c'est les bonnes intentions. Mais lui, il avait des bonnes intentions. Ses intentions étaient bonnes. Il y a eu quelques touches Il n'a intéressantes. jamais scoré un seul but. Il a scoré un but dans l'année. Attends un peu, là. Laisse-moi réfléchir. C'est des intentions... Attends. Zachary Bolduc. Non, Zachary Bolduc, il a scoré un peu. Là, c'est Joe Veleno. Il a juste des bonnes intentions. Ah ben voyons, Joe Veleno. Tabaslac, tu résumes la saison du Canadien, là. Le sixième sens. Lui, là, il voit souvent des jeux offensifs que personne n'a vus. Il voit des percées offensives que personne n'a vues. Malheureusement, il crée des revirements que personne n'avait prévus non plus. Mike Matheson. Bonne réponse, Mike. Mais tu Matheson. vois, le sixième sens, j'aurais mis Nick Suzuki. Puis oui, peut-être. Terminator, c'est Josh Anderson. Puis peut-être Forrest Gump, Mike Matheson. C'est peut-être trop de gars. Terminator, Josh Anderson, il terminait pas grand-chose dans la saison, là. Fait que c'est ça que je trouve ça difficile. C'est encore drôle. Je l'aime bien, Josh, moi. Alors, le prochain, puis Mike Matheson, je l'aimais bien aussi. Frozen, puis... OK. Frozen, tu sais, lui, là, tout a l'air facile, il ralentit le jeu. C'est comme si tout figeait de glace autour de lui. Mais à un moment donné, le hockey, c'est pas un conte pour enfants, puis je dirais, let it go, c'est le temps de jouer un peu plus physique. Ben, alors, ton dernier bout, bien faussé, je vais dire Caulfield. J'hésitais entre lui et Demidov. Non, c'est Noah Dobson. Je suis sûr qu'à la maison, il y en a qui l'ont eu. Ben, je suis médusé. Je suis pas certain qu'une seule personne l'a eu à la maison. Vous pouvez m'écrire. Il y a beaucoup de gens qui sont en accord avec moi, moins avec toi. Prochain. Let's go.
Ah, Eliane, ben oui, mais là, lui, c'est juste... écoute, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Montréal. Là. Ces gars-là font des choses qui n'ont même pas l'air humains. Bon, Demidov. Divan Demidov. Je suis rendu à combien, moi, là? T'es rendu 4-9. Oh, pas du tout, non. Je ne sais pas. Non, Les non, prochains, mais plus que on continue? OK, bye, Love. Lui, on l'aimait, on voyait beaucoup en lui, mais il veut pas venir encore avec nous. Alors moi, je lui dis bye, cernons-nous-en pour aller chercher autre chose. Michael Hage, facilement. Hey, peux-tu t'imaginer si la transaction Matthew Nyes fonctionne et que Michael Hage se rapporte? Est-ce que le Canadien joue actuellement en finale contre les Golden Knights? Moi, je pense pas que Michael Hage aurait eu beaucoup d'impact déjà cette année, mais... Ah ben, calvaos! Je suis pas sûr de ça, pantoute. Hey, t'as-tu vu, toi puis moi, en haut de la pochette du Retour du Jedi? J'aime mieux pas commenter ça. Je te laisse deviner lequel des deux est Jabba the Hutt. Le Retour du Jedi, ça en l'air. C'est toi puis moi à l'Halloween, né? J'en ai. T'es niaise. J'aurais pas voulu, donc je voulais pas. Fait que moi, c'est lui. Fait que moi, toi, t'es le rasé. Au moins, c'est ça, quand même. J'aime quand même mieux être Chewbacca qu'être le... OK. C'est qui, Retour du Jedi, c'est qui? Ben, tu l'as pas décrit, fait que je le sais pas encore. C'est Philippe Dano. Mais t'as pas parlé des caractéristiques. Ben, le Retour du Jedi. Ça prenait pas... Le retour, ça marche. Du Jedi, un peu moins. J'en ai un dernier, Jean-Charles. OK. Est-ce qu'on peut le mettre? Là, le dernier, là, en régie. Okay. Voici Barney, un personnage haut en couleur, plein de charisme, qui... un petit indice sur ça pourrait être qui? Hey, j'adore ce portrait. Ça a été pris après ma cure d'amincissement. J'adore ça. Il n'y a pas de Photoshop là-dessus, là, je vous avertis. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est merveilleux. Alors, le beau bonhomme. Alors, voilà. C'est impressionnant. Écoute, c'est un beau tour de manège. Mais je t'invite pour la dernière semaine de la saison. Faut que tu me sortes d'autres choses. C'est quelque chose. Sors-moi de quoi? Merci. C'est quelque chose. Salut, bon volleyball en fin de semaine à Québec. Bon quoi? Bon volleyball à Québec. Oui, volleyball, oui. Un effectivement. méchant show, c'est très bien. Billet de saison, retour les travaux. Hughes Gorton et Philippe Boucher. Cette semaine, on a discuté des chantiers prioritaires à entreprendre par la firme Gorton Hughes & Associates. La ligne de centre doit demeurer la principale préoccupation des architectes du Canadien. Consolider la défense avec un vétéran droitier naturel de qualité top 4 vient au second rang des priorités, mon modeste avis, bien sûr. Ensuite, là, il faut s'attaquer à grossir le club sur les ailes. Autrement dit, si Jeff Gorton ne nous a pas menti au bilan, il est désireux d'apporter beaucoup de changements à l'alignement du tricolore. Le Québécois moyen, dont je suis, souvent en avant de la parade, regarde la situation et veut faire comme il fait dans son garage, un grand ménage du printemps. Si la direction nous écoutait, plus de la moitié des gars qu'on a adorés cette année ne seraient pas de retour l'année prochaine. Dans les faits, le jeu est pas mal plus complexe. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait souvent plus ce qu'on peut. Mon exercice se veut donc teinté de réalisme plus que tout droit sorti d'un monde de licorne. Si c'était le cas, je vous présenterai comment je m'y prendrais pour amener Tom Wilson avec le Canadien. Si jamais Washington convient de reconstruire avec le départ d'Ovi, le Canadien se doit de se déshabiller. Mais quelles sont ses véritables chances de gagner un derby pour un gars que 31 clubs vont vouloir enrôler? Wilson devient libre, la Floride va trouver le moton, puis il va le ramasser. Justement, la Floride, voilà un exemple probant et récent de ménage bien fait suivant pourtant une conquête de la Coupe Stanley. Entre 2024 et 2025, Bill Zito a apporté plusieurs changements, dont 4 à son alignement partant des 2 finales. Il a principalement modifié dans la profondeur et il a réédité néanmoins son exploit. Chez le Canadien, il y a une attrition naturelle. Patrick Laine et Joe Veleno,
l'équipe va les laisser aller sans peur. Quoique ça se peut qu'on retienne Veleno, mais sincèrement, je ne comprendrais pas pourquoi. Faut trouver une destination au goût de Brendan Gallagher et réussir à ne pas retenir de salaire au change. Samuel Montembeault, lui, mérite un nouveau départ de qualité. Chez les actifs autres qui sont, à mon avis, interchangeables, on retrouve des gars comme Kirby Dach, Alex Texier et aussi Alex Newhook, quoi que vous pourrez bien en dire. J'ajoute que s'il y a de l'intérêt pour les jeunes Oliver Kapanen, Jaden Struble, Adam Ekstrom et David Randbacker et qu'une transaction structurante peut se construire, il n'y a aucun de ces kids-là qui n'est intouchable. Mon modeste avis, encore une fois. Au-delà des transactions à concocter, il y a selon moi 2 prospects hyper intéressants sur le marché si rien ne change d'ici le 1er juillet. À défaut de Wilson ou Barbachev, qui sont des rêves utopiques, est-ce que le Canadien peut enrôler un gars de 6 pieds 5 pouces qui pèse 230 livres et qui vient d'en mettre 33 dedans cette année à Pittsburgh? Anthony Mantha n'est pas le plus robuste. En fait, il n'est pas robuste comme Wilson. Mais il déplace de l'air, il recule devant personne, il protège très bien la rondelle et il score des buts. À 31 ans, il est finalement dégêné au niveau de la Ligue nationale. Si ça prend 5 millions par année pour 5 ans, honnêtement, là, je dis oui tout de suite. L'autre bœuf à mettre sous contrat, c'est le Joliétain A.J. Greer que j'adore. 6 pieds 3 pouces, 215 livres de nerfs. Greer dérange, brasse la soupe, fait toutes les petites choses qui, mises ensemble, bout à bout, changent le cours d'un match. Un beau 5 ans à A.J. qui est à l'aube de la trentaine, ce serait louable, puis je ferais ça tout de suite. Tu perdras jamais 5 cents dans la pièce avec un gars de même. Si on adhère au principe de convaincre Michael H. de faire le saut immédiatement, si Alexander Zarovski veut faire pareil et qu'une entente de transfert intervient avec son club de KHL, si le Canadien acquiert de surcroît un vétéran centre, fait bien des si, là, mais quand même, mettons au hasard comme ça, là, Ryan O'Reilly, tiens donc. Ça fait du gros gibier qui rentre, puis du petit chevreuil à sortir. Ça retarde, c'est vrai, l'arrivée de Florian Jacquet, même s'il sera un centre de 4e trio formidable entouré de Greer et de Josh Anderson. Mais quoi faire alors de Philippe Danault et Jake Evans? Chose certaine, si en octobre, le Canadien amorce la saison avec, regardez bien ça, là, Suzuki au centre de Caulfield et Slavkovski, O'Reilly au centre de Zarovski et Demidov, Hage au centre de Bolduc et Mantha, Evans au centre de Greer et Anderson, Texier Danault en extra, Awayda en défense, ma belle Catherine, garde-moi ça comment ça revole. Wow! Matheson Parayko, Hudson Dobson, Goulet-Carrier, Jacquet en extra. Ah ouais, Ekstrom, t'es encore là? Tiens donc. Eh bien, écoute, on va faire avec. Ce serait formidable et on pourrait, je dis bien on pourrait, rêver d'un aussi gargantuesque 106 points en saison et pourquoi pas d'une autre finale d'association avec cette fois-ci un résultat probablement fort différent. Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. J'adore ce moment de l'année où on le retrouve en direct de l'événement de sa fondation, la Fondation Philippe Boucher. Comment ça va, le grand? Es-tu encore à Saint-Apollinaire ce soir? Exactement, en direct. J'ai même une audience à Saint-Apollinaire ce soir. Alors, on est ici pour le tournoi de demain qui s'en vient avec David Desharnais et Antoine Vermette au profit de la Fondation Philippe Boucher. Alors, belle soirée en vue et surtout une belle journée. Ça a l'air qu'il va faire beau. On n'est pas sûr, là, mais pour nous autres, il va faire beau demain. On va avoir une belle soirée des encans. Tu les vois en arrière de moi. Je pense qu'on peut peut-être même mettre le... Ben oui. Pour les gens qui nous écoutent, peuvent aller sur le site de la Fondation Philippe Boucher ou sur le Facebook de la Fondation Philippe Boucher. Ça, là. Tout le monde peut miser. Honnêtement, tout le monde peut s'impliquer. On a toutes sortes de choses de hockey. Pour la maison, un peu, c'est varié. On vous invite à nous aider. 100% des profits vont directement aux enfants sur la Rive-Sud et dans le comté de Lobinière qui ont vraiment besoin d'aide.
Hey, 34e tournoi, Phil. Tabaslac. Ça nous rajeunit pas, t'en même âge que moi. Ben non, mais ça nous rajeunit pas, mais en même temps, on n'est pas si vieux que ça. Je vois le vert, 34. Non. Ça veut dire que rapidement, passé pro, t'as dit, je veux redonner tout de suite. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas été long, mais c'est mon année de repêchage. Des gens qui sont devant moi, qui coachaient dans le hockey mineur, m'ont approché pour faire un tournoi au profit du hockey mineur. On a fait ça pendant à peu près 5-6 ans pour le hockey mineur. On s'est dit, à force de lever un peu plus de fonds, on peut faire un peu plus que ça. Claude Garneau, qui est président de la Fondation, a dit, lui était au centre François Charon pendant 2 ans quand il était jeune après un accident d'auto. Mon père était là parce qu'il était handicapé au centre François Charon. Mon père a paralysé là, quand j'avais à 43 ans. Fait que on peut faire plus. On a regroupé ça. Puis on a la fondation. Là, ça va faire une 30aine d'années pour la fondation. Puis on n'est pas loin de 3 millions redonnés à des gens dans le besoin, dans notre coin. Puis sont devant moi. Là, les membres de la fondation sont ici avec leurs femmes, leurs enfants. Puis c'est le fun de faire ça avec des amis de longue date, puis de pouvoir redonner à des gens qui en ont grandement besoin dans notre coin. Tellement, bravo. FondationPhilippeBoucher.com pour l'encan virtuel. Voyez un chandail d'Alexandre Carrier, Sean Couturier, Martin Brodeur. Je vois Yannick Gourde aussi. Il m'en manque une couple d'autres. Quinn Byfield, notre favori qu'on a adoré quand on a passé quelques heures dans un établissement licencié de la Grande Allée avec lui. J'avais l'impression de me tenir avec les gars des Nordiques cette fois-là. C'était écœurant. Ça ressemble à ça de Dagobert, hein, mais là, on était au Maurice cette fois-là. Pour Maurice, on était à l'atelier. Non, on n'était pas au Maurice, on était à l'atelier, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ouais. Ah, très bon. OK. Nick Suzuki remporte le trophée Frank J. Selke. Ou si tu préfères le trophée Patrice Bergeron? Oui, écoute, c'est très mérité, le bleu avec toutes les votes de première place. Mais quelle belle saison pour le Canadien, honnêtement. Puis ça se transforme en trophée pour les joueurs qui le méritent amplement. Suzuki était solide. Tu sais, 101 points. Et tu gagnes le meilleur joueur défensif. C'est une saison exceptionnelle. Faut pas oublier cette année, là, il a fait quoi? Il a fait 100 points, comme je viens de le dire. Il est allé aux Olympiques. Il a eu un bébé, gagne le Selke, capitaine du Canadien. C'est beaucoup de choses pour un jeune de 26 ans qui est un grand leader pour le Canadien. Je veux pas dire que ça va directement au Hall of Fame, mais honnêtement, avec des statistiques comme ça, des accomplissements comme ça, il va y manquer une Coupe Stanley. Puis je suis convaincu que lui et ses coéquipiers vont essayer de le faire. Puis Caulfield, c'est la même chose. Caulfield qui gagne un trophée, son grand ami. C'est quelque chose de 50 buts. Puis le Lady Byng, honnêtement, quand je regarde Caulfield jouer au hockey, honnêtement, ça me fait regretter un peu de ne pas avoir eu plus de fun puis de plaisir à le faire pendant que moi je jouais. Parce que si quelqu'un exemplifie c'est quoi le Lady Byng, gentilhomme, puis en plus qu'il a du plaisir puis qu'il performe, ben c'est Cole Caulfield. Puis de voir ces deux jeunes-là qui appartiennent aux Canadiens, qu'on va pouvoir couvrir encore très longtemps. Là, c'est le fun pour tout le monde. Fun pour les partisans, c'est le fun pour moi et toi. C'est le fun pour l'entraîneur qui a des joueurs exceptionnels sur ses ordres. Là. Dans quelle mesure, Phil, un gars comme Caulfield devient une espèce de mortier, de ciment dans un vestiaire de hockey par cette attitude qui peut avoir l'air un peu négligée ou désinvolte, mais qui est tellement rassembleuse parce qu'il est tout le temps dans le plaisir, ce petit gars-là. Il est comme... Il y a beaucoup de parallèles qui s'établissent entre Caulfield et Martin Saint-Louis, mais c'est pas pareil, pas en tout, au niveau de comment les deux se comportaient, comment Caulfield se comporte par rapport à Martin. Martin était tout le temps un peu plus edgy. Caulfield est dans le pur plaisir au quotidien, mais il y a beaucoup de similitudes quand même. Là, mais tu comprends ce que je veux dire? Quand on parle de Suzuki et Caulfield, c'est un peu les deux doigts de la main, honnêtement. Suzuki a l'air très... Ça, c'est ce qu'on voit. Je les connais pas personnellement. Il a l'air très sérieux. Il n'a pas manqué un match dans la Ligue nationale en passant depuis qu'il est là. Le leader de l'organisation, puis son chum à côté de lui, il a l'air d'avoir du fun. Je peux pas dire... Honnêtement, la seule fois que je lui ai parlé dans ma vie, c'était dans la salle ici même, vers 2 heures du matin, le soir qu'il a signé son contrat à long terme avec le Canadien. Un peu particulier, c'est vraiment la seule fois que je lui ai parlé. Mais il a l'air d'un bon gars, il avait l'air très festif ce soir-là, c'était mérité. Il peut aussi festoyer son Lady Byng puis se remettre à l'entraînement pour pouvoir espérer. Écoute, je t'écoutais tantôt dans ton billet de saison, là, ta liste d'épicerie, elle commence à être longue. Puis si elle se réalise, le Canadien va avoir toute une équipe. Fait que c'est vraiment intéressant. Ouais, mais en même temps... reste à Kent Hughes de donner des outils à l'organisation là, pour s'améliorer, pour avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Sais-tu ce qui est le plus dur dans ma liste d'épicerie? C'est trouver preneur pour les gars qui doivent sortir. Parce que Manta et Greer, s'il n'y a rien qui change, sont libres comme l'air le 1er juillet. Moi, je peux te garantir que dans un des deux cas, je ne le nommerai pas, il s'en viendrait ici en kayak ou même à la nage s'il le faut. Puis d'après moi, l'autre joindrait le mouvement avec grand plaisir aussi. Puis ça, c'est 2 gars que tu peux avoir sans que ça te coûte rien. C'est des joueurs autonomes que tu mets du contrat pour 4, 5, 6 ans chaque, sans danger.
Il te reste un vrai centre de deuxième trio à acquérir, puis un vrai défenseur droitier. Les deux autres, t'es dans ta course, c'est Edge puis Zarovski. Fait qu'arrêtons de dire on en a trop, faut échanger un des deux. T'es dans ta cour, t'es repêché. Sors le tapis bleu-blanc-rouge, puis amène-les en Amérique, puis qu'on les voit grandir avec le reste du groupe, Tabaslac. Il nous manquait 2 gars dans le top 6. Livre-là. Oui, mais je suis pas en désaccord avec toi. Puis la défensive, on a parlé de Perico, je t'ai parlé de Lauzon. Tu sais, le plan A, c'est Perico. Le plan, c'est pas un plan B, mais moi, j'aimerais ça voir Lauzon. C'est juste d'amener des gros bonhommes. Wilson, je déteste vraiment pas Wilson. S'il est disponible, c'est toujours ça, c'est bien beau. Le Canadien peut se permettre d'aller chercher n'importe qui, là. Avec les prospects qu'on a, les choix qu'on a, on est capable de faire n'importe quelle transaction pour aller chercher n'importe quel joueur. Faut juste bien les identifier, trouver des compléments aux joueurs qu'on a avec nous. Perico, Wilson, amène-moi juste ces deux-là, puis je pense que le Canadien pourrait faire un grand bout dans les séries, là. Quand tu veux gagner un championnat, Phil, comme la Coupe Stanley, il faut que tu bénéficies. Tous les coachs m'ont toujours dit ça. Il faut que tu aies des rebonds. Il faut que tu aies les rebonds chanceux. Il faut que le sort se conjugue en ta faveur. C'est une malchance épouvantable hier qui frappe Braden McNabb, mais ça change le cours de l'histoire parce que ça prive un membre de la première paire de défense des Golden Knights pour une longue période dans le match et ça permet finalement à l'usure aux Hurricanes de revenir dans la rencontre. Et là, la série est égale, une victoire de chaque côté. Mais toi, quand tu as vu ça, c'est sûr que tu as eu un malaise, là, parce que des pucks sur la gueule, tu en as eu une puis une autre, là. Ben, ça a commencé sa patinoire extérieure ici à Saint-Apollinaire. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais j'avais toujours une rondelle au visage avant le temps des fêtes. Ça faisait pas vraiment des belles photos. Là, je sais pas si je vais voir les images parce qu'honnêtement, ce que moi je vois dans mon retour, c'est le repêchage que vous êtes en train de préparer pour la Ligue junior majeure du Québec, Maritime Québec. C'est ce que je vois, mais je pense qu'on voit quand c'est Patrick Elias qui a pris un tir sur réception qui m'a atteint au visage. Honnêtement, à chaque fois que je vois un joueur se blesser comme ça me rappelle ça. Puis je m'en suis rappelé toute la nuit parce que j'ai encore mal au côté gauche du visage quand je fais une petite sinusite, ça va pas très bien. Fait que je m'en rappelle encore une vingtaine d'années plus tard, mais je peux pas m'empêcher de penser à ça puis de penser à la santé du joueur en premier. Les gars se mettent en risque et péril. T'sais, on disait, Dobson l'a fait beaucoup, mais moi pis toi, on disait, on souhaitait voir plus de défenseurs du Canadien, plus de joueurs du Canadien bloquer des tirs. Mais quand t'es rendu en finale de la Coupe Stanley, tu le fais. Ah, merci, t'es de retour dans mon écran, ça fait du bien. Ça fait plaisir. On n'a pas vu Elias, le tir que tu as reçu, mais on a vu 3 fois McNabb, là, dont l'angle où on le voit clairement est atteint. Raconte aux gens comment ça fait mal une rondelle. Ça coupe pas, ça assomme. Écoute, j'en ai déjà une qui m'a coupé le ventre, honnêtement. Je l'ai eu direct, ça a fait mal. J'en ai eu 2. J'ai pratiquement perdu mon œil du côté droit en ayant une rondelle au visage dans les séries contre le Colorado. J'ai eu 2 opérations en rétine, des cataractes. Puis de ce côté-ci, j'ai 5 plaques de métal. Fait que je peux vraiment ressentir ce qu'il y a eu, puis je peux le ressentir encore quand je vois des choses comme ça. C'est pas des choses que tu veux voir, mais tu sais, c'est accidentel. Ça fait partie de la game. C'est un peu des badge of honors. Une fois que on va espérer. Tu sais, je pense qu'il va rejouer. Tu veux le revoir sur la glace parce que c'est un joueur très important pour les Golden Knights. Que je pensais honnêtement. Je te l'ai dit, moi, je pensais que le steamroll, il était parti hier, puis qu'il allait continuer, puis qu'il allait gagner ce match-là. Chapeau à la Caroline qui est revenue. C'est sûr que le call de Torts, qu'on aime ou pas, a fait mal. En passant, j'ai 10 secondes qu'on me dit, ça n'a pas de sens. La NFL, dans les 2 dernières minutes, c'est eux en haut qui décident. C'est pas aux entraîneurs de décider si le but est bon ou pas bon, puis pénaliser une équipe. Moi, j'en reviens pas qu'en finale de la Coupe Stanley, Tortorella se fasse pointer du doigt pour qu'est-ce qu'il a fait hier. T'as tellement raison. Il s'est backé en disant 10 fois, je referai la même affaire. Ces joueurs l'ont backé en marquant un gros but pour aller en prolongation. Il dit ici, ça peut être dans sa cour. Mais non, c'est ça. Tous les buts, impliquez jamais les entraîneurs dans ça. Ça a influé le parcours du match. Puis il y a assez de pression comme ça. Ça devrait aller dans le cours de la Ligue nationale. T'as raison, ça n'a aucun sens, en effet. Hey, FondationPhilippeBoucher.com. Donnez généreusement à l'encan. Bonne soirée, embrasse et salue tous tes bénévoles et le reste de tous les amis, incluant le chum Dupont, à Québec ce soir à Saint-Apollinaire, la Fondation Philippe Boucher. Salut le grand, à lundi. Merci mon ami, à lundi. Ça arrête en pause. Alexandre Picard est là au retour et le Rooster, Antoine Roussel. On s'en va à Las Vegas, au Nevada, où on retrouve Alexandre Picard. Dans la cabine de description, mais là, vous comprenez qu'il n'y a pas de match ce soir. Hein? Comment ça va, le Pic? Ça va bien. Un peu fatigué, mais ça va bien. Ça va bien. C'est un bon rythme, la finale de la Coupe. C'est très agréable à écouter. Oh, oui. Commence avec
La collection de trophées, on commence à les enfiler chez le Canadien. C'est intéressant, là. Cette année, c'est le tour de Suzuki au Selke, Caulfield au Lady Byng. Ouais, c'est le fun, hein? Avec Hudson, l'an dernier, recrue de l'année. Il a reçu des votes aussi pour le Norris. Faut s'attendre à ça pour les prochaines années chez le Canadien. Mais je suis content pour Suzuki parce que s'il y a une année où c'était le moment là, d'en profiter avec la blessure à Alexander Barkov, c'était cette année. Puis c'est drôle, on a su la nouvelle là, quand on a débarqué de l'avion. Puis le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de penser aux Jeux olympiques. Puis l'expérience acquise de la part de Nick Suzuki aux Jeux olympiques, je suis certain que ça a pesé très lourd dans la balance pour la saison qu'il a connue. Puis, on parle d'un gars qui a récolté 101 points, là, plus 37, donc c'est pleinement mérité. Quelle victoire des Hurricanes hier. Ils refont le coup encore. Philippe avait un bon point, Phil Boucher, avant la pause. Il dit « Je peux pas croire qu'on fait pas comme dans la NFL, puis que dans les 2 dernières minutes d'une période ou d'un match, on s'en remet pas tout de suite aux officiels supérieurs à Toronto pour dire c'est quoi la séquence, puis c'est quoi le call. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, Pic. Oui, surtout en finale. Puis, tu sais, moi, c'est l'explication de la Ligue nationale de hockey que j'aime pas. Parce que Stephen Walcombe, qui s'occupe des officiels pour la série, s'est entretenu avec les médias après. Puis, lui, ce qu'il a dit, c'est que il y avait obstruction au gardien de but. On a vraiment touché au bras de Frédéric Anderson, ce qui l'a empêché de bien contrôler la rondelle, si tu veux. Puis quand on prend le temps de regarder la séquence au ralenti, on voit bien que Barbashev touche à la rondelle en premier et par la suite va toucher au bras de Frédéric Anderson. Donc, moi, il est là le problème. Là. C'est pas nécessairement tout ce qui entoure avec l'officiel sur la glace qui a décidé de ne pas appeler le but. C'est vraiment l'explication qu'on nous donne par la suite. Aucun doute. Mais avec tout ça... Les Canes sont à 1-1 dans la série, sont imbattables lorsque ça va au-delà de 60 minutes. Puis Seth Jarvis, qui participe à la fête, seulement l'hystérie. On a le nouveau center, alors que tout le monde se met en chest. Là. Écoute, c'est pas... Je regardais autour de nous, là. C'est pas donné à tout le monde d'être en bedaine dans un match de hockey. On va dire ça, là. Il y avait du poil au pied carré, là. Mais c'est quoi? Ça a ramené de l'énergie. Et ça, je sais pas à quel moment ça a commencé dans le parcours des séries éliminatoires des Hurricanes. Mais pendant une pause publicitaire, là, c'est à l'écran géant, on a vraiment demandé « Tarps off ». On enlève les chandails. C'est complètement fou. Le monde a embarqué. Il y avait des jeunes garçons aussi de 10-12 ans. Puis c'est vraiment à ce moment-là que les Hurricanes se sont mis à profiter de l'énergie de la foule pour revenir dans le match. Incroyable. Ça se peut pas. OK. Puis ça part avec les chums de Jarvis. Hein? On a dit Jarvis en marche, là, mais Jarvis, il a sa horde. Là. Il a sa gang de chums qui suit partout. Là. C'est fou raide. Là. Ouais, puis je sais pas si tu as vu l'entrevue d'après-match là, avec Carl Bukauskas de Sportsnet. Il s'entretenait avec Seth Jarvis, puis il lui montrait les images d'un de ses amis, justement, qui avait enlevé son chandail. Mais ça, c'est un classique, là. Il disait, ouais, lui, il s'appelle Sloan, puis Sloan devrait avoir un chandail présentement, parce que c'est pas très, très chic. Mais, non, écoute, c'est de toute beauté. Ça rajoute vraiment à l'expérience de la finale de la Coupe Stanley. Parle-moi du but de Logan Stankoven. Bien, c'est ça qui a ramené les Hurricanes dans le match. Puis pourquoi je veux te parler de Stankoven? Je veux voir aussi le travail de Rasmus Anderson, qui est un défenseur droitier qui a le plein contrôle de la rondelle. Tu sais, je sais, il y avait juste à faire une petite passe sur le bord de la rampe, là. Et la rondelle sort, puis il n'y a pas de but, puis peut-être que les Hurricanes sortent avec une avance de 2-0. C'est très pénible pour le duo Hanifin et Rasmus Anderson. Et là, je t'entendais parler avec Phil. Braden McNabb qui est blessé, là, je suis pas certain qu'il va revenir pour le prochain match, le match de demain. Si jamais ces deux gars-là continuent à jouer de la sorte, je pense qu'on peut oublier les Golden Knights. Il va falloir que ces deux gars-là se réveillent parce que c'est des joueurs d'impact. Et surtout si on rentre un Caden Korczak avec Coughlin qui est là, avec Jérémy Lauzon qui revient avec son niveau de conditionnement physique et pas à point encore. On a besoin du gros hockey de la part d'Hanifin et Anderson. Puis là, on le voit pas depuis le début de cette finale-là. T'as raison. Puis ça prend aussi de la production de l'avantage numérique qui est 0-7 jusqu'à maintenant. Ouais.
0 en 7. Tu sais, Jack Eichel, je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de son match hier. 3 revirements, semblait désintéressé. En finale de la Coupe Stanley, dans un match numéro 2 où tu peux prendre l'avance et donner un gros coup, là, porter un dur coup aux Hurricanes. Il n'était pas engagé et ça commence avec lui, là, on va se le dire, à l'avantage numérique. Donc, si Eichel n'est pas là, les Golden Knights n'ont pas de chance. Eichel, c'est weird, c'est souvent tout ou pantoute. On vous regarde demain pour le match numéro 3, Pic. Merci infiniment. Bonne soirée à Vegas. C'est bon. Bonne soirée. Samedi et dimanche, bataille dans la division Est de l'Américaine, alors que Pete Alonso et les Orioles font face aux Blue Jays. Baltimore-Toronto, samedi et dimanche à TVA Sport. Aussi sur TVA Sport Direct. Et on va poursuivre avec l'agitateur, mon ami Antoine Roussel. Antoine, comment ça va? Comme d'habitude, quand je te parle un vendredi, JC, ça va extrêmement bien. Formidable. Visiblement, aujourd'hui, tu sors pas de la piscine. Tu as eu le temps de te cadrer devant ton superbe décor arrière. Tes cheveux, on les voit pas, tu as une casquette. Tout est parfait, tout est au beau fixe. Oui, monsieur. J'ai le goût qu'on regarde quelque chose ensemble pour commencer, puis pour le bonheur des gens qui l'ont sûrement vu, mais c'est toujours plaisant à revoir. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que vous allez apprécier. La vidéo dure un peu plus de 3 minutes. On va se permettre de la regarder en entier, si tu permets, Antoine. Et ça met en vedette le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, et son as marqueur de 51 francs buts cette année, Cole Caulfield. On regarde. The league, they had an idea about kind of a unique way of revealing the trophies. Susie is going to present the trophy to Cole, and then we told Cole that he's going to present the trophy to Susie, who's neat. They had no idea. How does it feel like going to the cover, huh? Doing a little surprise for Cole, for him winning the Lady Byng. One of my close friends and captain of the team, Nick Suzuki, is this year's winner of the Selke Trophy. Couldn't be more proud of a guy like that to get this recognition. No one's expecting anything this morning other than a team meeting, so I think Kaz will be pretty fired up. Two great people, unbelievable hockey players that get recognized, what kind of impact they have in the league. So it's special. Susie, anything to add? Yep. Just wanted to say, unbelievable job last night. We all know tomorrow is going to be the toughest game of the series, but Cole, you had an unreal season, and we're all really proud of you and how you handled this year and had such an amazing year, and you're an amazing teammate, amazing friend. So I'm honored to announce that Cole is the winner of the Lady Byng Trophy this year. Truly special, obviously, just getting nominated. We kind of got tricked into not knowing what was going on today, but it's an individual award that comes with all the team aspects of things and all your great teammates and coaches and everybody that comes along with it. This is pretty sweet. I didn't expect this. This doesn't happen without you guys, everybody in this room. Can't thank you guys enough, but pretty special. This is a lot bigger than, I thought it would be. Thanks, boys. Really appreciate it. I guess it's my turn to do the switch up, but I think we've all, enjoyed this year. A lot of special moments. There's one guy in this room who brings it every day that we can always look up to and always gets the job done no matter the situation. Susie, Selke Trophy winner. I thought I was coming in this morning just to do our meeting and present Cole with the Lady Byng. I didn't expect that at all after. You guys definitely tricked both of us. Pretty surreal right now, and really honored to be selected for the award. Thanks, boys. That's I didn't see that. I thought I was just presenting to Cole today. Like Cole said, amazing to play with all you guys, and everything that we do for each other is super special. So it's a special moment for sure. It's pretty cool. So thank you. It's been special for us, not only this year, but years past. The work that he puts in, the detail.
not only on the offensive side, but the defensive side is so special. There's nobody more deserving of this award than Nick, and I'm just excited, happy for the future of what's to come. Susie's a little bit older, but he's been a great role model for Cole and took him under his wing. You know, they share so many things, but I think to share this experience this day, I think it's something they'll remember. They're very humble guys. They want to always give the credit to the team. And you saw that. They were both in there, and the first thing they said is, without you guys, I'm not winning this award. Our focus here has been so much about the team that I feel like I don't think Cole and Susie wouldn't want it any other way. As much as they are the recipient, they know that it's also probably a team award because it takes more than one guy to go get these trophies. Non, mais Jean-Charles, hey, sans farce, là. Faut se le dire, là. Tu sais, comme Martin, là, premièrement, le vidéo, il est incroyable, là. Puis, ça m'a, j'ai eu le sourire. Les 2 fois que je l'ai regardé aujourd'hui, j'ai eu le sourire. C'était la 3e fois, là. Puis écoute, ce que je trouve qui est drôle là-dedans, c'est que dans un meeting, généralement, dans une pratique ou avant un match ou peu importe, là, tu sais, c'est rare que tu vois un joueur parler donc, quand Martin dit, hey, Nick, quelque chose à vous dire, oui, il se lève, il va parler. Moi, je regarde la face de tous les autres gars, puis tout le monde a l'air de se demander qu'est-ce qui se passe. C'est drôle. Puis la face de Caulfield également, quand il mentionne, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, j'ai trouvé ça très comique et très beau en même temps. C'était fièrement réussi de la part du Canadien. C'est la Ligue nationale 2.0. On est vraiment ailleurs. Il y a une connexion instantanée, un mariage aimanté qui se fait avec le public lorsqu'une vidéo comme celle-là est relayée sur les réseaux sociaux, Antoine. Tu peux pas rester insensible à ça. À un moment donné, là, la beauté de ces trophées maculés, là, bien astiqués, puis là, ça sort du coffre, puis tu te dis, OK, c'est de plus en plus palpable et réel. On ne sent pas, quand on regarde, on ressent. Mais on sentait le championnat. Je ne sais pas si tu as ressenti la même affaire que moi. J'ai dit, cette équipe-là est vraiment en transition accélérée vers un championnat. Je te le dis, j'en parle, j'ai la chair de poule. C'est de bon augure, Jean-Charles. Extraordinaire. Tu sais, t'as raison de dire ça de cette manière-là, parce que c'est de bon augure. Quand t'as le récipiendaire du trophée Selke, notamment dans ton équipe, c'est un peu un prélude de ce qui s'en vient, ou des fois, c'est même, tu l'as déjà fait. Dans le cas de Nick Suzuki, c'est clair que Barkov n'était pas là cette saison, mais il fallait le faire quand même. Il y avait de la très grande compétition et il a été capable de le ramasser. Pourquoi? Parce qu'avec son équipe, ils ont été vraiment incroyables à bien des égards. Son trio a été dominant. Il a été dominant sur l'aspect offensif et défensif du hockey. C'est dur de jouer contre Nick Suzuki parce que t'as pas beaucoup d'espace quand tu joues contre lui. C'est pas nécessairement le gars le plus électrisant en termes de prouesse ou de jeux qui sont époustouflants, mais c'est la qualité de la contribution de manière hebdomadaire, quotidienne, je devrais même dire que c'est continu, là. Puis c'est à chaque match cette saison. Donc, pour le nombre de fois où on attendait Nick Suzuki, on se demandait, est-ce qu'il va commencer sa saison à l'heure? Maintenant que c'est fait, il va avoir cette aura qui entoure les gars qui gagnent le Selke. Et ça, comme tu le dis, c'est présage de bonnes nouvelles pour le Canadien. Et éventuellement, les gars seraient encore bien plus satisfaits de soulever le vrai trophée. On va regarder, si tu permets, Antoine, la répartition des votes. On a un tableau à ce sujet-là. Alors, on voit 1726 points. Y a-tu vraiment quelqu'un qui pensait qu'Anthony Cirelli allait chauffer Nick Suzuki? 151 votes de première place. Cirelli est deuxième avec 10 votes de première place. Antoine, c'est phénoménal. C'est une domination absolument fracassante. C'est les meilleurs scores de gars comme Patrice Bergeron dans le passé. Puis le parallèle, pour moi, il est évident entre les deux joueurs. C'est fantastique dans le cas de Suzuki. Ben écoute, la marge, Jean-Charles, quand je regarde ces chiffres-là, c'est époustouflant. J'en ai la gueule à terre, là. Pour vrai, c'est vraiment impressionnant de voir tout ça. Écoute, t'as bien raison. La marge, il y en avait pas finalement, là, entre lui puis les autres. C'est terminé, là. Il y a plus de compétition. Puis là, ce qui est le fun, là, c'est que justement, dans les années futures, quand tu domines à ce point-là, puis c'est souvent ça, il faut que tu le fasses pendant plusieurs années avant d'être reconnu par tes pairs.
hier. Puis l'année dernière avait été très bon, Nick Suzuki. Pas assez bon pour mériter un top 5, mais il reste que il en faisait pas. Pour moi, il en faisait partie. Puis cette saison, c'est clair que c'était le meilleur. On se l'est répété plusieurs fois cette saison. Je suis encore bouche bée devant ces stats, les chiffres, à quel point il est reconnu au sein de la ligue. Nous, on le sait parce qu'on fait tous les matchs, mais tu le sais comme moi, Jean-Charles, que tout le monde écoute pas chaque match de manière assidue comme toi tu le fais avec ces belles lunettes là. Merci. Maintenant, si on tourne le regard vers l'avenir en gardant un œil sur le passé, puisqu'on est dans les lunettes, là, ils ont fait ça sans support adéquat au centre du deuxième trio. C'est une quantité non négligeable, Antoine, là, parce que point de deuxième trio dominant, toute l'attention de l'ennemi est portée sur le premier trio, celui de Suzuki. Qu'est-ce que ces gars-là peuvent faire si le Canadien parvient à entourer Ivan Demidov d'un vrai bon centre de deuxième trio et d'un autre allié très prolifique? Jusqu'où ils vont s'arrêter, ces gars-là? Jusqu'où ils vont s'arrêter? Ils vont s'arrêter probablement au mois de juin, fin juin, pas à la fin mai. Ils vont s'arrêter au mois de juin, juste avant le repêchage. C'est ça qui va arriver si tu es capable de les entourer de cette manière-là, parce que c'est une très bonne équipe dotés de gars qui sont capables de la mettre dedans, que quand ils ont pas beaucoup d'espace, sont capables de le faire. Puis, je veux juste te dire une chose. Contre la Caroline, il y a eu plusieurs buts que le Canadien était capable de faire, justement, parce que tu avais des joueurs de ce talent-là. Oui, il y a une certaine chose que c'était plus difficile de créer offensivement, mais quand t'as pas beaucoup d'espace, ça te prend du talent. Et ces gars-là, ils en ont à profusion, et ça va juste les aider, cette défaite-là, contre la Caroline, à s'entraîner cet été, à préparer la prochaine saison. Puis justement, là, ils vont avoir goûté un petit peu d'argent, là. Tu sais, puis je parle de ce qui est tactile, là, l'argent, le trophée. Maintenant, là, tu sais, quand tu vas voir les résultats, puis peut-être que la Caroline va gagner, peut-être que ça va être Vegas, mais quand tu dis que si c'est la Caroline qui gagne puis que t'as perdu contre elle, t'es encore loin de, tu sais, d'une Coupe Stanley en termes de niveau, mais tu vas être en mesure de le faire parce que tu vas t'améliorer, tu vas ajouter des éléments éventuellement, et ça va faire toute la différence. Donc j'aime ce que je vois en ce moment, c'est une excellente nouvelle pour individuellement, mais collective aussi, parce que ça l'est, et donc ça va être à suivre pour la suite des choses, bien évidemment, mais wow, Jean-Charles, c'était beau, des belles vidéos qu'on a vues. Très inspirant, très, très inspirant. Parlons du match d'hier. Est-ce que John Tortorella a échappé ce match? Moi, j'ai envie de te dire oui, parce que, ultimement, il est le capitaine du navire. Donc, c'est lui qui tranche, c'est lui qui prend la décision. Mais on sait tous que les entraîneurs-chefs s'en remettent aux yeux qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire les coachs vidéo. Dans ce cas-ci, on a vu Dominique Ducharme là, qui hurlait littéralement dans le microphone en discussion avec les coachs vidéo. On tentait d'obtenir une information. Bon, Torts a tiré personne sous l'autobus après le match. Il a dit qu'il reprendrait la même décision à 10 reprises. Moi, j'ai juste pas compris qu'il conteste l'interférence, l'obstruction contre le gardien. Conteste la décision en première instance de refuser de but. Il y a un but là-dessus, Antoine. Moi, j'étais tellement Simonac parce que je me dis, ça avait été Jacob Daubesch qui est dans la position de Frédéric Anderson, on aurait compté 6, 8, 10 bateaux avant de siffler. Et là, on a sifflé immédiatement quand la rondelle est disparue sous Anderson. La première erreur a été commise par l'arbitre qui était le plus proche de l'action. Ben écoute, t'as pas tort, Jean-Charles. Puis moi, par contre, la seule chose que... Tu sais, je pense qu'un coach, quand dans ton fort intérieur, tu penses que t'as raison, faut que tu y ailles. Tu sais, coûte que coûte. Puis il l'a mentionné hier, si c'était à refaire, il le ferait 10 fois. Tu sais, ça te montre à quel point la zone est tellement grise dans ce genre de jeu-là que la Ligue nationale elle-même ne sait pas ce qui est un bon jeu ou pas un bon jeu. Tu regardes un match, tu regardes l'autre, le même jeu va être arbitré et la décision finale va être appelée différemment. Pour moi, c'est vraiment ça la problématique. Puis je pense que la Ligue le sait, veut corriger la situation, mais il reste que t'en as des zones grises, puis il faut être capable de justement bien les établir. Et tu vois, dans le match d'hier, est-ce que c'est vraiment une obstruction sur le gardien de but ou pas? Moi, j'ai comme pas l'impression que ça en est une. Ah non, il n'y a pas d'obstruction sur le gardien de but là. C'est ça que je comprends pas dans sa contestation. Tu contestes un truc qui n'a pas été appelé, anyway.
Mais tu sais, il n'y a mais- pas de et casse. lui, dans le fond, ce qu'il appelle, c'est que ça se fait trop vite, mais que la rondelle était toujours en déplacement. Bien donc, sûr. ça aurait dû être un but. Je pense que c'est ça l'appel. Puis, on n'est pas capable de faire cette nuance-là. Moi, je trouve ça quand même encore aberrant que, tu sais, c'est gros pareil, là. Si t'es les Golden Knights, tu marques et tu gagnes sur ce match-là, c'est 2-0 pour toi, tu retournes à la maison. C'est pas garanti que tu gagnes la coupe, mais t'es à 2 victoires de la coupe pareil, là, Ben oui. à la place de l'autre équipe qui est à 4. Donc, t'as un sérieux avantage. Puis, oui, ça a coûté probablement le match. Ben, du moins, ça en a fait partie. Mais il reste que, quand c'est allé en prolongation, c'était 3-3, puis ils ont pas fait le travail après. Tu sais, il reste que ça arrive, ce genre de situation, des mauvaises punitions, les arbitres appellent une affaire. Faut que tu sois en groupe capable de rebondir par rapport à ça, parce que sans ça, tu sais, tu fais juste tu mords la poussière pour pas grand-chose, puis tu bois du noir pour rien. Donc, bref, moi, c'est 3-3, tu t'en vas en prolongation. Oui, le coach a fait une erreur, mais écoute, les gars aussi, en ont pris des punitions, puis t'as ils ont pas raison. été capables de juste de marquer, là. Exactement, tu as raison. Il y a, mauvaise décision ou pas, il n'y a pas de casse. C'est pas ça qui coûte le match et surtout pas la série à ce moment-ci. Tu as eu l'occasion de mettre le match hors de portée en prolongation, mais Caroline et prolongation, c'est comme Canadien et prolongation en 93. C'est comme un automatique de victoire. C'est 8-8, là. Ça fait pas de sens. Des fleurs pour Jay Lauzon en terminant, Antoine? Oh, écoute, je l'adore. Écoute, je n'en reviens pas que ce gars-là ait été ramassé pour aller à Vegas. J'aurais tellement aimé ça que ce gars enfile l'uniforme du Canadien. Pourquoi? Parce que ça aurait été un gars complètement aimé. Écoute, du chien comme ça, là, c'est dur à aller chercher. Je l'ai affronté à plusieurs reprises. Écoute, à chaque fois que je l'affrontais, il était dans mon visage. J'étais tanné de le voir. Puis là, quand t'arrives en série, c'est encore pire. Écoute, j'aime la manière dont il se déplace, j'aime la manière dont il défend, j'aime la manière dont il pense la game. Je me dis juste que si le Canadien était capable de mettre la main sur un gars comme ça, ben après ça, il y a un de ses bons amis qui pourrait probablement venir nous visiter lui aussi. Donc, et je fais référence à Nicolas Roy, c'est quand il sera agent libre. Parle-moi pas trop de ça. Il a encore changé d'adresse cette année. Pour ma foi, pas si cher que ça, pour un prix que le Canadien était capable de s'offrir, Antoine. Quelle collaboration extraordinaire encore cette semaine. Dans la piscine, au soccer, à côté, let's go, la cabane à sucre. On remet ça la semaine prochaine. Dernière semaine de la saison, on va la passer ensemble, mon ami. Prends soin de toi. Ça, c'est certain. Salut, Jean-Charles. Salut, Antoine. Quand deux universitaires de grand talent qui incarnent d'une certaine façon, à mon avis, l'avenir du Québec, publient un ouvrage, c'est important qu'on s'y attarde. Quand ils te demandent d'en co-signer la préface, ben là, tu dis, venez donc m'en parler à l'émission. Quelque chose comme une grande équipe et l'ouvrage de Guillaume Ringuette et Tristan Fortin. On va terminer la semaine en beauté avec eux. Au retour. Quelque chose comme une grande équipe. C'est publié aux éditions du Québécois. Et il y a quelque chose d'intéressant en partant qui dit... Attendez un instant, là, je veux juste être bien certain. Là. Ah non, c'est bien avant ça. OK. Quelque chose comme une grande équipe est le 71e ouvrage publié aux éditions du Québécois et le 32e dans la collection Essai pour un Québec libre. Bon, les éditions du Québécois n'ont pas été fondées par De Gaulle, mais c'est pas important parce qu'on va parler de buts. Ceux qu'on marque dans une saison et celui qu'on a dans la vie, comme collectivité, comme nation. Guillaume Ringuette et Tristan Fortin sont deux garçons qui sont entrés en contact avec moi il y a à peu près 1 an de ça, peut-être même un peu plus d'1 an maintenant, en me parlant de ce projet de publier un ouvrage qui se veut un essai, en fait, et une recherche très, très exhaustive, très approfondie sur le mal qui gangrène notre sport national, le hockey ici au Québec, et comment faire mieux dans l'avenir. Ils sont avec nous en studio. Les gars, comment allez-vous? Très bien. Super bien. Merci de nous recevoir. Soulagé un peu, j'imagine? Ah oui, hier, c'était notre lancement. On a vraiment eu beaucoup plus de personnes qu'on pensait qui étaient présentes. Il y a vraiment un engouement, il faut croire. Là. On est très heureux. Plus de 200 personnes au Centre Excellence Sport Rousseau.
C'était vraiment... toute la soirée, on a juste signé des livres. Là. C'était vraiment Ça fait quand même aussi 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille sur cet ouvrage-là. Gros travail de recherche, de réflexion. Il y a des études approuvées. Donc, on est très fiers de publier ça là, cette semaine. Comment 2 diplômés émérites, un des HEC, l'autre de Polytechnique, un en génie civil, l'autre en économie appliquée, disent « on va faire un ouvrage sur le hockey ». La passion. La passion, moi, je répète souvent ça, c'est j'ai jamais eu le talent, j'ai pas le patin ni les mains, mais au niveau de la tête, ça va. Fait que Tristan et moi, on est pas mal passionnés par le jeu, puis on voulait mettre un peu notre grain de sel pour peut-être donner un second souffle à notre sport national. C'est un peu ça. En gros, c'est ça. Les deux, on est amoureux du hockey, on est amoureux du Québec, puis à un moment donné, on s'est assis, puis on était comme hey, « pourquoi on ferait pas un projet avec ça? » Il y a un manque un peu là, dans l'actualité, puis c'est un projet qui manque de vigueur, fait que pourquoi pas y mettre du nôtre, puis amener notre apport un petit peu plus peut-être scientifique, puis quantitatif. Donc ça a donné ça. Plus qu'une sortie en règle qui naît un soir arrosé au verre-bouteille, c'est un truc cherché, fouillé, approfondi. Je peux en témoigner là, parce qu'on a pris quelques cafés, pas assez à votre goût, j'en suis encore désolé, mais à chaque fois, en peu de temps, il y avait de la pertinence qui sortait. Bon, j'ai vu le processus aussi d'ébauche de premier jet à deuxième jet. Je pense que c'est le 4e ou j'ai arrêté les 4.4. 4.4, ouais, j'ai arrêté les compter. Si je peux me permettre, justement, c'est un petit peu notre expérience académique, puis les deux, on a écrit des mémoires. Ça a fait en sorte qu'au début, on avait peut-être de la misère à vulgariser. Il y avait beaucoup de graphiques, d'analyses, de chiffres qu'on a finalement rabattus en annexe, après, sous les commentaires de plusieurs observateurs. Je sais bien pas qui. Non, c'est ça. Puis ça a donné un ouvrage beaucoup plus équilibré, balancé. Puis nous, on voulait pas faire quelque chose en surface, on voulait faire de quelque chose d'approfondi, mais que monsieur, madame, tout le monde puisse le lire puis comprendre le je pense que ça me plaît autant qu'à Jean-François Lisée. Ça résume assez le topo. Ça veut dire que ça touche tout le monde et tout le monde y trouve son compte. Mais là, tu dis, nous, on a rédigé les mémoires, puis tout ça, là, on va sortir l'éléphant de la pièce, là, parce que les gens ils regardent ça ce soir, vendredi, puis il y a peut-être une petite bière de descendue à cette heure-ci, et ils disent, mais attends un peu, les deux passent le journal. Tu sais, ils ont une run du Journal de Montréal demain matin, ils passent sans baisser à pédale, c'est sûr. Alors, rappelez aux gens quel âge vous avez, parce que vous ne faites pas votre âge, là, pas du tout. Ben, les deux, on a 27 ans. Ça n'a pas de sens. Vous avez l'air d'avoir 16 ans. Oui. Ça va être payant plus tard, peut-être. Je vous garantis que ça va être payant plus tard. Fiez-vous à mon nom. Ça va être payant plus tard. Donc, 27 ans et vos lettres. Qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent ou retiennent d'abord et avant tout quand ils vont lire votre livre? C'est une bonne question. Il y a tellement de choses qu'on fait découvrir aux gens, mais le premier point que j'aimerais soulever, c'est de ne pas oublier notre rapport à notre sport national. Il y a une bonne partie du livre que c'est juste un peu sociologique, c'est de dire, hey, le Canadien de Montréal, c'est quoi notre lien? Puis comment il a évolué à travers le temps? Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on veut qu'on veut qu'il s'exploite aujourd'hui? Comment qu'on veut le transposer? Puis c'est un peu ça la réflexion. C'est un peu quasiment philosophique d'une certaine façon. Fait que juste de se re-questionner sur notre amour pour notre jeu, qui est le hockey. L'angle a changé aussi un peu. Je pense que vous avez ajusté la trajectoire de l'essai en cours de route. Parce que la prémisse première, je me rappelle du tout premier Expresso, la prémisse première allait dans le sens de soulever l'incompréhension du peu de Québécois dans les sélections nationales. Et ça devenait ça, l'idée derrière le but de créer nos propres équipes nationales. Puis moi, rapidement, je vous ai dit, moi, j'ai un bémol avec ça, j'ai un malaise avec ça parce que, et j'ai fait l'exercice cette année de mon côté, si on avait eu une équipe nationale du Québec dans les années 80 et même dans les années 90, pas certain qu'on ne gagnait pas des médailles d'or olympiques et qu'on ne gagnait pas des championnats du monde seniors contre le Canada, notamment. On avait une meilleure équipe. Quand tu commences avec Mario Lemieux, tu ajoutes Raymond Bourque comme leader de la défense, puis tu as Patrick et Martin en arrière. Je veux dire, il ne peut rien t'arriver, là. C'est sûr que tout va être parfait. Maintenant, on n'a plus ces gars-là. Alors, moi,
que je disais modestement, c'est qu'il faut recommencer en bas de la pyramide, puis il faut la remonter tranquillement pour qu'un jour, ça devienne une évidence qu'on puisse, à l'image du reste du phénomène sociétal, requérir une certaine indépendance et dire on va affirmer le nationalisme parce qu'on est fier et on a ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs. Absolument. Puis, si je peux me permettre, là, l'idée ici, c'est vraiment de créer un programme national de développement. Donc, oui, évidemment, comme tu le mentionnes, il faut revenir à la racine, l'accessibilité, mais nous, on a mis un focus quand même sur notre élite, le junior. Et là, ici, on parle un peu de la solution, là, de la politique qui est proposée, soit d'avoir un programme national de développement un peu à l'image des Américains. Exactement. C'est ça. C'est sûr que nous, notre plaidoyer, on a un plaidoyer pour des équipes nationales du Québec, mais ça ne sera pas sans être attaché à finalement une remise en question, une refonte du modèle. Puis on aimerait rebâtir le modèle puis les méthodes basées sur la science du sport, puis les meilleures, finalement, méthodes qui sont Et vous vous êtes attardé aussi aux pays émergents, là, notamment en Scandinavie. Mm-hmm. On voit la Norvège là, qui émerge de plus en plus, le Danemark qui émerge, la Suède est là depuis qu'on suit ça, la Finlande, la même chose. Quoique la Finlande n'est pas en Scandinavie, mais on a toujours l'impression que. Et leur programme de développement, à partir des premiers pas que tu vas faire sur la glace quand tu as un petit poun-poun. Et c'est impératif qu'on refasse ce ménage-là ici et qu'en cours de route, peut-être, et vous prônez ça, à juste titre, une refonte de notre hockey universitaire québécois. Exact. Si je peux rebondir sur les modèles européens, puis la similarité qu'on a observée avec les modèles américains, qui est comme un peu... on fait un peu l'apologie ici, là, c'est le principe de verticalité, de suite logique du développement. Ici, le modèle canadien, c'est pas tout à fait le cas. En Europe, tu as des principes de filiales. On va chercher le jeune, là, qui va être U14, puis l'objectif, c'est de le développer comme individu, mais comme athlète, jusqu'ultimement comme professionnel. Donc, oui, une refonte qui suit une suite logique, tout simplement. Ouais. Comment votre intention et votre ouvrage est reçu par le politique? Écoute, on a le livre, il va être présenté à tout parti politique. C'est vraiment un projet qui est non partisan. Évidemment, il y a certains vases communicants avec certaines lignes de parti. Je vous laisse les gens avoir l'image en tête, mais on se fait un devoir vraiment de présenter cet ouvrage-là à tous les prochains partis qui vont se présenter. On dit souvent on nous demande souvent, est-ce que c'est un projet politique, est-ce que c'est un projet souverainiste? Puis nous, on dit, c'est pas un projet partisan. Mais au final, on va jamais dissocier le sport et la politique. Exact. Parce que c'est intrinsèque, ils vont ensemble. Puis il y a des exemples, les Jeux olympiques en sont un exemple, au hockey aussi, le fait d'exclure des nations, d'en inclure d'autres, c'est des gestes qui sont résolument politiques, c'est des prises de position. Donc nous, on dit, il vaut mieux tirer parti de ce côté-là pour servir des objectifs stratégiques, institutionnels, remettre le sport, finalement, l'identité au milieu de notre sport, puis peut-être juste aussi faire peut-être un ménage dans la culture et tout ça. Cet essai-là trouve son essence dans une noblesse absolue, tant qu'à moi, parce que ça part de l'amour du hockey et de l'amour du Québec. Alors, on peut être contre la vertu ou on peut être contre le Québec. J'en connais pas personnellement qui n'aimeront pas lire quelque chose comme une grande équipe. Vous voyez ce chandail, d'ailleurs, sur la page frontispice, sur la couverture. Et il existe en vrai, ce chandail. Il est d'ailleurs magnifique. Ce bleu est absolument formidable. Et c'est de l'excellent travail. Il y a énormément de travail là-dedans. Vous savez que vous ne reverrez jamais 10 cents dans la pièce. Hein? Vous êtes au courant de ça en commençant? Un peu. OK, parfait. Vous allez être dans quel comté à l'automne, à la campagne, au fait? L'avez-vous décidé, finalement? Nous, on est des gars de la Rive-Nord. Okay. On s'est dit qu'on allait faire le tour du Québec avec notre livre puis le présenter partout où ça va être possible. OK, donc vous allez aller en politique plus tard. Je pense que c'est ça, mais c'est quoi? On veut faire de la politique de cette façon-là. Parfait. C'est ça notre parti. C'est une excellente façon de le faire. La préface est de Guy Bertrand. Et puis,
Moi, j'en ai fait un une d'autre, aussi. oui. Absolument. J'en ai fait une aussi. L'éditeur, peut-être correct, finalement? Oui. Ben oui. Ah, Ben oui. absolument. OK, super. Excellent. C'est chez tous les bons libraires et les autres. Merci infiniment, Guillaume Ringuette, Tristan Fortin. On se procure quelque chose comme une grande équipe. C'est aux éditions du Québécois. Merci, bon à toi, week-end. Jean-Charles. Merci, Jesse. Voilà comment on a vu votre semaine de contenu ici à JC. Vous savez déjà que le match numéro 3 de la finale de la Coupe Stanley a lieu demain. Il est présenté à Vegas, cette ville qui ne dort jamais. Les Canes ont refait le coup, gagnant en prolongation hier. Une 8e victoire au-delà de 60 minutes dans le parcours printanier. La série est égale, une victoire de chaque côté. Il y a du baseball à notre antenne ce soir et sur TVA Sport 2, le repêchage de la Ligue de hockey junior maritime Québec, le circuit Check-It. Lundi, on est là pour la dernière semaine de la saison. Plein de surprises pour vous. Manquez rien de l'action dès 17h. Merci à l'équipe, merci à vous et à lundi.